Quand on a travaillé ton émission, on s'est rendu compte que tu as eu 25 vies en une. Ouais. En parlant de tout ce que ça t'a amené, le judo, tu as été 2 fois personnalité préférée des Français. Moi, j'ai adoré cette notoriété parce qu'on me disait « Non, tu viens pas faire les courses. » Ah ben, dommage. Tes médailles, tu les mettais chez toi en évidence, sur important. Et souvent, je les cherche parce que je sais plus où je les ai mises. Je les ai laissées dans le coffre de la voiture. C'est arrivé. Dans la boîte à gants, elles sont restées presque 1 an dedans. Ah bon? Tous les politiques vous disent que c'est extrêmement dur de faire de la politique, c'est faux. C'est beaucoup plus dur d'être chef d'entreprise ou d'aller au boulot tous les jours que de faire de la politique, croyez-moi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est David Douillet. David Douillet qui va non seulement parler de sa carrière de judoka, mais de sa nouvelle carrière d'entrepreneur, où il se lance dans l'immobilier, il va nous expliquer tout ça, avec Brix notamment, qui est notre sponsor aujourd'hui. Brix qui est une plateforme participative dans l'immobilier où vous pouvez acheter des petits morceaux d'immobilier à 10 €, à partir de 10 €. Vous avez un rendement après en fonction des projets, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ils vont nous expliquer tout ça. Merci de vous abonner. Prenez 2 secondes avant que ça commence pour vous abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter l'émission. Ça nous aide vraiment sur l'algorithme, à liker la vidéo, à mettre la petite cloche pour être informé quand on sortira d'autres vidéos tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et vous pouvez nous écouter sur la route ou au sport, par exemple, en podcast audio. C'est très pratique, le podcast audio. J'ai vu qu'il y avait 1888% d'augmentation en 5 ans sur la consommation des podcasts en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Merci de faire de Légende le premier podcast de France, en tout cas. Et c'est parti maintenant avec David Douillet sur Légende. On y va. Bonjour, je suis David Douillet et je vais vous présenter de manière très synthétique la synthèse de ma vie à travers mon projet d'aujourd'hui qui s'appelle Harvey. Bienvenue David. Tiens, je vais te reprendre le clap. Merci beaucoup. David qui a été judoka, tu as été ministre. Quand on a travaillé ton émission, on s'est rendu compte que tu as eu 25 vies en une. Ouais. Tu as fait des choses très différentes. Ouais. Tu t'es amusé. J'ai adoré. Ouais. Chaque période de ma vie, c'est quelque chose que j'ai choisi déjà. Et c'est ça qui est génial J'ai une vie géniale, en fait. J'ai une vie que j'adore. C'est génial d'entendre ça, ça fait plaisir. Mais oui, c'est vrai. Chaque période, que ce soit en tant qu'athlète, chef d'entreprise, homme politique, etc., j'ai choisi ma voie et je l'ai explorée jusqu'au bout, et puis j'ai changé. Et toutes les parties de ta vie ont été très différentes. Alors vraiment, si tu as fait mais c'est ça qui est intéressant. Ministre des Sports, c'est pas du tout le même métier que sportif, qui n'est pas du tout le même métier que là. Tu t'occupes de loger des étudiants. Ouais, je fais de l'immobilier, ouais. Tu fais de l'immobilier. Mais l'immobilier, en fait, c'est un immobilier qui, aujourd'hui, à mon âge, j'ai un grand âge. T'as 56 ans. J'ai blanchi un peu, 56 ans. Non, mais en fait, cette affaire-là synthétise un peu toute ma vie. En fait, c'est la synthèse de toute ma vie. Où on est avec mon associé David et Romaric et Myriam, on est 4. On a découvert que les jeunes d'aujourd'hui, nos enfants, les jeunes en général, sont toujours aussi mal lotis et ont toujours autant de problèmes que nous avions il y a 35 ans pour se loger. Et en particulier, ceux qui ont un double projet, ce qui était notre cas à l'époque, puisqu'on voulait devenir athlète, champion, etc. Quand tu es champion, enfin, pas encore, justement, quand tu es en phase de devenir champion. T'as envie de l'être, ouais. T'as envie de l'être, etc. T'as un double projet, en fait, dans ta vie. En général, tu mènes de front tes études ou un premier job, et puis t'es inscrit dans ta passion. Eh ben, tout l'extérieur, y compris lorsque tu portes ton dossier pour avoir ton appart, t'es considéré comme un saltimbanque. Parce que t'es pas crédible, parce que t'es pas comme tout le monde, parce que t'es sur 2 voies différentes et personne n'est sur sa marche, t'as pas de bulletin de paie, enfin tu corresponds à rien. Donc t'es un saltimbanque, ton dossier il passe jamais, ou alors quand il passe, t'as un truc. C'est dur de se loger au début. Hein. C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est un vrai problème. Et alors que c'est la base de tout. On va reparler de ta vie, c'est le principe de l'émission, mais juste pour comprendre, on parle d'immobilier, tu vas parler justement du projet, est-ce que tu avais Harvey, H-A-R-V-E-Y, que tu vas financer en partie avec Brix. Oui, certains projets. Sur certains projets, voilà, si vous êtes sur Brix, vous savez, c'est des petits morceaux d'immobilier que vous pouvez acheter à partir de 10 €, des briques d'immobilier. Vous pouvez investir et vous avez un pourcentage après de revenus sur 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction des différents projets. Et donc le projet de David, là, pour le coup, va être dessus et il dispo dès aujourd'hui, d'ailleurs, si vous êtes sur l'application. Un des projets, parce qu'on a... Un des projets, vous en avez plein. Hein. On en a plein. Qu'est-ce que c'est exactement qu'Harvey? Pour bien comprendre, je sais que c'est une discussion que tu as eue avec 3 copains. Voilà, c'est ça. Donc j'ai expliqué, on a fait un constat. 35 ans plus tard, c'est toujours pareil. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mes 2 autres associés étaient dans le monde de l'immobilier, donc des experts. Moi pas, puisque je sortais de ma vie de politique. Mais j'avais noté, moi, en tant qu'élu, que y avait des dysfonctionnements et que c'était compliqué d'y remédier. On s'est rendu compte que un jeune, en général, à moins qu'il ait des parents hyper aisés,
eh ben, il est dans la même situation. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a réfléchi aux endroits dans lesquels nous avions logé dans le monde entier lorsqu'on a commencé à gagner quelques breloques. Et là, on a fait une synthèse de tout ça. Est né le projet Harvey. En se disant, on va quand même aider nos gamins, pour celles et ceux qui ont un double projet et qui sont identifiés par les associations sportives, les élus, et dès qu'ils nous sont fléchés, ils auront un droit d'accès prioritaire chez nous. Double projet, c'est un projet sportif en plus? Projet sportif ou artistique, peu importe. Quelqu'un qui a une passion, quelqu'un qui a une vocation, qui est encore dans son cycle de scolarité ou un premier job, mais en plus de ça, il est passionné et investi totalement dans un domaine dans lequel il veut réussir. Et ça va ressembler à quoi? C'est quoi la différence avec un appart étudiant classique? Comment vous allez faire? Déjà, c'est une résidence. Ouais. C'est une résidence dans laquelle on a toujours donc des studios ou des petits appartements. Tu peux rester chez toi, tu peux vivre, classique, cuisine, etc. Et ensuite, il y a une zone de vie commune dans laquelle il y a toujours une salle de sport. Et chez nous, évidemment, on est d'anciens judokas, c'est un dojo. Toujours, c'est notre signature. Ah oui, ouais, okay. C'est un dojo. Il y a toujours une zone de restauration et il y a toujours une zone de coworking. Mais ces trois zones-là sont formatées comme nous, vous auriez aimé comme notre ADN. Notre ADN et surtout notre philosophie de vie. Notre philosophie de vie, celle qui découle de notre activité, de notre passion, de notre sport, etc., c'est quoi? C'est l'entraide et la prospérité mutuelle. Ça, c'est extrêmement important pour nous. On va en parler tout à l'heure avec Cédric O'Neill qui a créé Brix, qui va venir à côté de toi. On va vous expliquer, comme ça, si vous voulez investir aussi dedans. Et puis, si jamais vous voulez postuler, du coup, tu nous expliqueras en détail. Je mettrai en tout cas tous les liens. Si vous allez voir dans la description sur YouTube, si vous voulez cliquer pour aller regarder tout ça, il y aura, si vous nous écoutez en podcast audio, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, il y aura le lien dans la description aussi. En tout cas, merci de faire de Légende, premier podcast de France aujourd'hui. Juste, il y avait une histoire avec Teddy Riner, on en reparlait. Ah, il paraît que tu devais lui donner une ceinture il y a très longtemps. Et finalement, il n'est pas reparti avec la ceinture qu'il espérait. Si, il est reparti avec la ceinture qu'il espérait. C'était une ceinture verte. Il y avait le PSG judo. Moi, j'étais dans l'équipe première, senior, etc., etc. On a 20 ans d'écart. Donc, voilà. Et il était gamin, il avait une dizaine d'années. Et son prof me dit, remets-lui sa ceinture verte. Donc, il y avait tous les gamins alignés qui recevaient la ceinture par nous, les champions de l'époque. Il me dit, est-ce que tu peux lui dire un petit mot quand même? Parce que il est très turbulent. Il me fout le bazar dans les cours. À l'époque? Ah ouais, oui. Ouais. Attends, on dirait pas du tout aujourd'hui. Bah ouais. Est-ce que il avait du jus, quoi, en fait. Il avait de l'énergie. Ah, il avait envie. Est-ce qu'il était bon? Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis ni son père, ni son prof. Enfin, tu vois, c'est délicat toujours. Et donc, je lui avais remis sa ceinture et je lui ai dit, écoute, on m'a dit que tu avais beaucoup d'énergie, donc si tu essayes de la canaliser pour la mettre dans le judo et que dans le judo, voilà, tu verras, ça se passera mieux. Bon, puis après, c'était terminé, quoi. Voilà, c'est la petite histoire. C'était pas ma première rencontre avec lui. J'étais évidemment loin de m'imaginer que ça allait devenir une légende du judo mondial. Toi, t'as un physique hors norme. J'ai regardé les trucs. À quel âge tu faisais déjà 1m80? Enfin, c'est hallucinant, on va en reparler. Tu nais à quel poids? 4,5 kg. 4,5 kg? Ouais. Mais... ouais... C'est pas normal, enfin c'est pas c'est courant, c'est beau déjà, c'est un beau bébé. C'est pas non plus extraordinaire. Mais ça pourrait, c'était déjà pas si mal. C'était déjà pas si mal. Toi, t'es né le 17 février 1969 à Rouen. Exactement. Tes parents se séparent quand tu as 2 ans, tu vas être élevé par ta grand-mère. Ouais. En fait, ils se sont séparés tout de suite parce que mon père il faisait son service militaire. Donc quand je suis né, il est venu me voir, coucou, et puis après, voilà, enfin, ils ont jamais été réellement ensemble, en fait. Et ta maman ne t'élève pas? C'est-à-dire que tu vas chez ta grand-mère pour quelle raison? Ma mère est obligée, en réalité, de travailler, tu vois. C'est une fille-mère, donc tu remets ça il y a plus de 50 ans. Une fille-mère dans un petit village moyen, quoi, voilà. Bon, on n'en dit pas plus. Mais pour toi aussi, c'est quelque chose de spécifique, parce que tu sens assez tôt, et j'ai ce sentiment-là encore en moi, où t'es un peu le gamin, pas caché, mais... t'es un petit peu le bâtard de la compagnie, quoi. T'es un petit peu le canard noir par rapport au jaune, tu vois. Enfin, tu vois, t'es un peu le... Ah, t'as ressenti ça? Ah oui, bah oui, bien sûr. Bah oui, parce que bon, ta mère, elle fait sa vie, elle gagne de l'argent pour essayer de te nourrir, et tu restes chez tes grands-parents, t'es élevé par ta grand-mère, donc t'es un peu, t'es un peu celui qui aurait pas dû être là, quoi. Voilà, et qui a posé des problèmes à tout le monde. Même si j'ai
beaucoup d'amour, hein. Vis-à-vis de mes grands-parents, il n'y a aucun sujet. Tes grands-parents maternels? Maternels. Maternels. Je ne connais pas le versant de mon père, pas du tout. Parce que tu l'as pas rencontré tout de suite, Non, on va en reparler après. Je ne le connais pas. Tu l'as rencontré beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Je l'ai rencontré lorsque je suis devenu père, à mon tour. Et là, je me suis dit, mais c'est couillon que mes enfants ne connaissent pas leur grand-père. Donc j'ai fait la démarche de le retrouver pour qu'ils puissent connaître leur grand-père. Et puis depuis, on s'est connectés. T'en as voulu à tes parents? Pas du tout. À l'époque, qui se séparent, Non. de ne pas avoir un cocon familial classique? Non. Après, j'ai fait ma vie, quoi, en fait, quelque part. Seul, mais Ça a été un moteur pour ta carrière de... Énorme. Énorme. Le fait d'être indépendant? Énorme. Le fait d'avoir un démarrage de vie un peu particulier, de pas être dans un couple classique, une vie classique, je crois que ça a construit un moteur personnel qui fait que on a envie de prouver aux autres qu'on existe. Ta grand-mère t'a donné autant d'amour qu'une maman? Ah, autant. Mais avec son âge, c'est pas pareil. Elle est née en 1923. Bon, elle est partie maintenant aujourd'hui, mais j'ai cette éducation d'une mamie, c'est pas tout à fait la même chose, et d'une personne qui est née en 1923 et qui avait connu la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce que ça comportait. Elle était normande, je vous rappelle que Normandie, ça s'est passé là-bas. C'était plutôt chaud, quoi. Ouais. Donc voilà, avec tous ces réflexes liés à un contexte de vie, à une attitude vis-à-vis des gens, de respect, de considération. Une autre éducation. Une autre éducation. Quel conseil elle t'a donné? Intéressant, une dame qui est née en 1923, est-ce qu'elle t'a donné un conseil qui t'a marqué, qui t'a été utile plus tard? Ouais, elle m'a toujours dit, il faut, et d'ailleurs j'ai suivi son conseil, ne te laisse pas influencer par les autres, il faut vraiment que tu fasses ce que tu as envie de faire. Voilà. Et là-dessus, j'ai une anecdote. Je suis en seconde, devant le conseiller d'orientation, qui était en train de dire à ma grand-mère, sport-études pour votre petit-fils, c'est une catastrophe. Il réussira jamais dans la vie. C'est pas possible. Il fait du judo. Judo, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Prof de judo, machin. On peut pas vivre. C'est pas une profession. On peut pas être compétiteur. On peut pas... Il a passé une demi-heure. Il dit ça. Oui, il a passé une demi-heure à essayer de convaincre ma grand-mère que de partir en sport-études, c'était la mauvaise voie. Ma grand-mère était là. Elle avait son sac à main sur les genoux comme ça. Elle le regarde gentiment. Elle lui a laissé dire tout ce qu'il avait envie de dire. Et le type, à la fin, voilà, il ne sait plus quoi dire. Ouais. En plus, elle ne répond pas, donc il n'y a pas d'échange. Et elle lui dit avec sa petite voix, « Mon petit-fils, il fera ce qu'il voudra, monsieur. Merci. » Et elle s'est levée, terminé, au revoir. Et ça a été réglé. Toi, tu vas te marier une première fois, en 91, à 22 ans. Ton premier enfant va naître. Il s'appelle Jérémy, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ensuite, tu auras une fille qui s'appelle Myriam en 94 et un autre fille qui s'appelle Mathéo en 98. Est-ce que tu avais peur de ne pas assurer au début quand tu deviens papa, quand tu as eu une enfance particulière élevée par ta grand-mère? Est-ce que tu te dis, tiens, j'ai pas eu de modèle, comment est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois, comment tu abordes le fait d'être papa? Mais le fait d'être papa, c'est une aventure. Et je pense, je dirais même à toutes celles et ceux qui hésitent à être parents, qu'il n'y a aucune préparation pour ça. Il n'y a aucune école pour ça. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il n'y a personne qui t'apprend. Et tous ceux qui vous disent, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut surtout pas les écouter. Voilà. Être mère, père, c'est un chemin perso. Et donc, on aura toujours peur. Donc, il faut avoir des enfants et on devient père et mère quand on a des enfants et qu'on est mis sur le fait accompli pour les élever. On sait ce qui est bien et pas bien pour eux. Et puis voilà, c'est un parcours, c'est un apprentissage constant. Même encore aujourd'hui, avec Jérémy qui a plus de 30 ans, 33 ans, Myriam aussi qui est elle-même maman. Bon, bref. J'en apprends encore. J'apprends des attitudes à avoir vis-à-vis d'eux, parce que ils n'ont pas le même âge, ils font telle chose, etc. Vis-à-vis de Mathéo aussi. Avec Blanche qui a 8 ans aujourd'hui, c'est encore différent. Et puis moi, j'ai pas le même âge. J'ai une perception qui est différente. Donc, je suis pas le même père aujourd'hui à 56 ans que je ne l'étais à 22. Ah oui, t'as eu des enfants sur une... Ben voilà, j'ai une longue carrière. Donc, si je peux rassurer, on n'est jamais prêt pour être père ou mère. Et j'irais même jusqu'à dire, il faut pas l'être. Il faut pas l'être parce que... Tu peux être prêt.
Maintenant, faut pas être prêt, Sinon, tu le fais jamais. Sinon, tu le fais jamais. Et puis, si tu commences à avoir des idées préconçues... De toute façon, tu feras des erreurs, comme tout le monde, et puis t'apprends. Il y a que des parents qui font de leur mieux, sont dit, il y a pas de pas. Être parent, c'est... Tu fais ce que tu peux. Qu'est-ce que t'as... Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce que t'as raté, un truc un peu drôle, où tu t'es dit, tiens, je le ferai pas au deuxième? Le temps. Le temps. Quand t'es athlète de niveau et que t'es papa, le temps. En plus, t'es jamais là. T'as beaucoup de titres au début quand t'es... Bien sûr. T'es jamais là. Donc, je peux te dire que la rationalisation du temps, elle est extrêmement importante. Tu peux l'avoir dans des professions où les gens sont séparés longtemps, où t'es pris. Et donc, j'avais remarqué assez rapidement que certains parents étaient là tous les jours, tout le temps, mais qui faisaient rien. Donc, en fait, ils sont absents, ils sont physiquement, mais ils sont pas là. Et comme moi, j'étais pas là souvent, j'essayais de faire le maximum de choses avec le peu de temps que j'avais avec eux. De rattraper du temps. Même si on rattrape jamais le temps. Même si tu rattrapes jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est de rationaliser le temps. Et aujourd'hui, si je peux me permettre de donner un tout petit conseil, si on est dans ce cas-là, quand on a du temps pour ses enfants, faut vraiment en profiter, faut pas le gâcher. Faut pas se mettre devant une télé et regarder côte à côte un truc débile. Il faut faire des choses ensemble, il faut avoir une aventure ensemble, il faut créer des conditions pour que l'un et l'autre s'échangent, se connectent. Et ça, c'est précieux. C'est extrêmement précieux. Je vois aujourd'hui, mon fils et ma fille, qui sont les plus âgés, même Mathéo, me rappellent de souvenirs. J'étais loin de m'imaginer qu'ils avaient retenu ce passage-là, qui était un passage pour moi anodin, mais qu'on avait fait ensemble. Ma fille m'a dit, il n'y a pas longtemps, tu te souviens des courses qu'on avait fait ensemble à Rouen? T'avais pris le temps, on avait fait les magasins, etc. C'est important pour eux. Elle s'en souvient encore. C'est un truc anodin, mais on était que tous les deux pour une fois. Enfin voilà, ça a été quelque chose de fort pour elle. Est-ce que tu vois, c'est important de montrer les sacrifices aussi d'un sportif? Comme tu étais beaucoup sur la route, 96, 2000, tu as plein de champions olympiques, etc. Est-ce que tu vas rater carrément des anniversaires? Est-ce que ça t'arrive et de te dire, putain, merde, j'ai pas le choix, il y a un... Oh ben, je vais même aller au-delà de ça. Ma fille, on a déclenché l'accouchement parce que je partais au Japon après, pendant 1 mois et demi. Putain. Pour que je puisse assis. Bon, elle était arrivée à terme. Oui. Tout va bien. Pas fait accoucher à 6 mois. Le mec horrible. Non. Mais en fait, on a provoqué l'accouchement parce que le lendemain ou le surlendemain, je partais pendant 1 mois et demi. Il était sûr que j'allais pas voir la naissance de ma fille. C'était hors de question pour moi. Enfin, on a pu le faire, quoi. Voilà. Et ça, c'est fantastique. Mais j'aurais pu le rater. Mais après, cette question du temps, les absences doivent avoir un sens, en fait. Et tout le sens, tu vois la motivation que tu peux Ils voient leur père générer, s'accomplir. Il faut qu'il y ait un sens. Voilà. Et tu donnes le sens à ça. Le temps perdu, il faut qu'il ait un sens aussi pour l'enfant. Et il sait que. Et c'est pour toi-même, à titre perso, une source de motivation extraordinaire. Parce que tu le fais plus, une fois que tu as tes gosses, tu le fais plus pour toi, tu le fais pour eux. Je mets une photo de toi à l'image, là, que vous voyez, tout bébé. Tu disais d'ailleurs, dans une interview, tu dis que ta grand-mère te faisait jamais de câlins ni de bisous. Est-ce que ça a influencé après quand t'es devenu papa? Je suis trop collant. Ouais, t'as réussi à dire je t'aime, à des câlins, des trucs comme ça? Évidemment, oui, d'ailleurs. Mais c'est sans doute dû à... Je dois avoir un fond de syndrome de l'enfant abandonné. Donc forcément, T'as plus d'amour. Oui, je réagis différemment. Vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis des gens qui m'entourent. Tu es grand-père aujourd'hui? Je suis grand-père. Et tu pareil? Pareil. C'est différent d'avoir des enfants et des petits-enfants? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on est parent, on a une mission. Quand on est grand-parent, on va flinguer tout ce que les parents font. Et ça, c'est un vrai plaisir. Voilà. Quelle joie! Quelle joie, enfin, de donner des bonbons tout le temps, d'acheter des cadeaux tout le temps, et de dire, vas-y, fais-le, fais-toi plaisir. C'est le bonheur absolu. Tes filles te disent, arrête, papa, comme tu devais le faire, etc., etc. C'est toujours ça. Ah ouais, mais moi... Arrête de donner des bonbons. Non, mais ils ont le droit de tout faire. Voilà, c'est pas mon créneau. Mon créneau, je l'ai fait avec mes enfants. Quel là, plaisir de je me lâche. Voilà, c'est ça le plaisir des grands-pères. Et on aime autant. Mais oui, c'est merveilleux. C'est
Et puis avec l'âge, tu as éduqué tes propres enfants, donc tu as une autre vision de l'enfance, une autre vision de l'éducation. Donc évidemment, je leur fais pas faire n'importe quoi, mais... On est moins stressé, peut-être. T'es moins stressé, tu les as que pour les bons moments, voilà. Donc c'est le rôle... Parfait. C'est magnifique. Voilà, je souhaite à tout le monde d'être grand-père, le plus jeune possible, ce qui est mon cas, et c'est un bonheur absolu. Tu l'as été à quel âge, grand-père? Il y a 2 ans, j'avais 54 ans. 54 ans, waouh. Ouais. Tu seras peut-être arrière-grand-père, du coup. Bon, là, S'ils les ont rapidement, attends, ça serait génial. Tu imagines, tu vois ta descendance, je trouve ça fou. Ouais, je sais pas. Par contre, tu vois, je pense que tu as quand même, malgré tout, un devoir de... Parce que tu peux les aider indirectement, ne serait-ce que de par ton histoire. Alors voilà, souvent, moi je dis mon grand-père faisait ci, ma grand-mère faisait ça, etc. etc. Et c'est le lien de la filiation, mais ça sera à eux de le découvrir et de le faire. Donc, faut leur laisser aussi une trace extrêmement positive, en fait, pour que eux puissent se construire un petit peu au-delà de leurs propres parents. Tu sais ce qui fait le plus peur, je trouve, quand on a un enfant, c'est qu'il soit pas pareil que toi. Et en fait, par exemple, si tu as des valeurs moi, sportives, ça me fait pas peur du tout. Et en fait, qu'il fasse n'importe quoi. Tu dis peut-être que dans 4 générations, est-ce que ça serait toujours une famille bien, tu vois? C'est dans ce sens-là que je dis ça. Est-ce que les valeurs que tu as du sport, de l'entraide, du machin, est-ce qu'ils vont réussir à perdurer dans la famille? Ça, c'est ceux qui sont capables de dire moi je suis sûr que sont des menteurs. Bien sûr. Absolument, parce que, enfin, tout le monde le sait. Le parcours d'un individu, il peut être influencé par 1000 personnes, surtout quand les enfants s'envolent du nid petit à petit vers leurs études, leur vie, quoi. Le rôle de parents, c'est on leur apprend à voler, voilà, de leurs propres ailes. Après, ils doivent faire le chemin. Et c'est ridicule que de vouloir les accrocher avec un tuteur et de les retenir le plus longtemps possible. C'est l'antithèse de ce qu'on doit faire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils doivent faire ce qu'ils veulent et ils doivent avoir leur propre expérience, leurs propres échecs, leurs propres réussites, etc., etc. Parce qu'il y a que comme ça que tu grandis et que tu te forges, que tu te construis. Il faut tomber, il faut se brûler, etc., etc. Donc, mais tu sais, c'est la vie d'un athlète. Hein. Tu gagnes pas du jour au lendemain. Tu gagnes à force d'étalonnage, d'échecs, de remise à niveau, de remise en question, etc., etc. Enfin, ça, tout le monde le connaît par cœur. Et puis, à un moment donné, tu arrives à trouver une voie où tu sais qui tu es, tu t'es construit, tu as conscience de tes qualités, et là, tu es en capacité de les optimiser pour quelque chose d'extrêmement précis et de pointu. Et ça gagne. Voilà. Et tu gagnes ta vie. Tu réussis ta vie. Réussir sa vie, c'est ça, en fait. Réussir sa vie, c'est de s'explorer d'abord et savoir ce qu'on a dans les plus fines capillarités pour donner le meilleur de soi-même, quelle que soit l'activité. J'ai regardé les chiffres de ta taille, de ton évolution physique. Je vais même demander à ceux qui ont préparé l'émission, je dis, est-ce que tu es sûr du chiffre? Ça me paraît quand même énorme et tout. À 11 ans, tu faisais 1m80 pour 80 kilos. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que... Je fais 80 kilos aujourd'hui et je fais 1m83. Donc à 11 ans, tu sais ma taille. 80 kilos. Menteur. Je fais ça. Quand t'es enfant, t'as 11 ans, t'étais hors norme par rapport aux autres dans la classe. Du coup, à 1m80, toujours. 80. Ouais, ça a toujours été. Et pourquoi on l'avait mesuré? Pourquoi je le sais? Parce que j'ai communié. On faisait la communion. Communion, oui. Pas j'ai avant, communié, il y a toujours. Hein. Bon, voilà. J'ai communié à l'âge de 11 ans et j'étais plus grand que le curé. Et donc, incroyable. Voilà. Et donc, on m'avait mesuré et pesé pour se rendre compte, dire, ah ouais, elle est plus grand que le curé. J'étais enfant de cœur en plus. Donc, tu vois le truc. Et c'est pour ça que je le sais, que j'ai cette référence-là. Ouais. T'en as souffert de la différence avec les autres copains? Souffert, c'est un bien grand mot, mais quand on est plus jeune, on a envie d'être dans la moyenne, on n'a pas envie de dépasser, on a envie d'avoir les mêmes... D'être comme les autres. D'être comme les autres, voilà, pas dépasser. Et ça a jamais été le cas. Et en fait, j'ai toujours eu mes copains qui avaient 1 ou 2 classes de plus que moi. Ou 1 an ou 2 de plus que moi. Toujours. J'ai rarement été ami avec des gens de ma génération. Enfin, de mon âge, quoi. Et quand est-ce que tu as commencé à prendre du recul par rapport au fait d'être différent? C'est le sport qui t'a vraiment... Oui, oui. C'est-à-dire que très tôt, j'ai compris que ce corps, je l'avais pas choisi, allait peut-être m'être d'une certaine utilité. Une photo de toi à l'école, on te voit avec une coupe
Merci d'avoir ressorti cette photo. C'est très agréable. T'avais la coupe de oui, la coupe beaucoup de jeu. petits garçons qui se coupaient tout seuls, enfin, où la famille coupait les cheveux. Non, il y avait un coiffeur dans mon village. Voilà, et c'était son style. Paix à son âme. Si vous nous écoutez un podcast audio, je vous incite à aller voir rapidement sur YouTube quand même. Non, mais t'avais la coupe au bol, quoi. Une coupe au bol avec des petits coups de ciseaux. J'avais pas. J'ai eu la coupe au bol. Oui, mais ça gênait personne, tout le monde avait la même. Après, t'as grandi un peu, il y a une autre photo de toi devant. Et j'ai toujours la coupe au bol. Oui, mais c'est moins... C'est toujours le même coiffeur. Ouais. Il avait un peu progressé, mais bon. Comment tu vas découvrir le judo? Comment tu vas rentrer dedans? J'avais des voisins, des Parisiens, qui avaient une maison de campagne juste à côté de la maison de ma grand-mère. Et ces gens venaient en vacances, c'est une maison de famille. La fille du propriétaire a été mariée, parce que malheureusement son mari est décédé très tôt, je n'ai pas connu d'ailleurs, à un Japonais. Elle a eu 2 enfants, Alice et Henri, franco-japonais. Donc nous, on jouait tout le temps ensemble, pendant les vacances. Et ils m'ont sensibilisé, parlé, expliqué, très tôt, leur biculture, leur culture japonaise et leur culture française. Et ils m'ont parlé du judo. Sport qu'ils pratiquaient eux-mêmes à Paris. Première fois que tu découvres un peu ça. Et donc je découvre ça dans ma tête. J'avais 7 ans, 8 ans, 6 ans peut-être. Je me fais un truc de fou. Je me dis, waouh, un sport de combat avec des techniques secrètes qui vient d'un pays lointain, les samouraïs, le truc, le machin. Rêver, quoi. Voilà, je me fais un mélange de tout ça et je me dis, waouh, ça doit être génial ce truc. Et j'idéalise le truc. Sauf que, pas de club. Dans mon village, 600 habitants, pas de club. Il y avait un club à 35 km, à Dieppe, voilà, et 0 sinon. Bon, donc c'était trop loin. Jusqu'au jour où il y a un club qui s'implante pas très loin de chez moi, et là j'y vais. Et j'avais toujours cette envie, ce fantasme de faire cette discipline. Et dès la première seconde où j'ai mis une ceinture autour de ma taille et les pieds sur un tatami, dès le premier mouvement, ça a été un coup de foudre. Incroyable. Est-ce que tu étais bagarreur? Est-ce que tu aimais jeune adulte, on va dire? Jeune adulte? Ouais. Non. Entre 15 et 18, tu vois, quand t'es encore ado, tu sors d'adolescence, tu vois... Non, parce que là, déjà, le judo a fait son boulot. Par contre, avant, oui. Hyper turbulent. 1 heure de cours, pour moi, c'était un calvaire. Je restais, un quart d'heure, 20 minutes, j'avais des épines dans les fesses. Il fallait que j'exprime l'énergie. Ouais, vraiment. Et du jour au lendemain, hein, ça a changé tout de suite. Du jour où j'ai fait du judo, pouf, j'étais hyper actif, et là, d'un seul coup, ça m'a régulé. Voilà. Génialissime. Et j'ai vu qu'à l'inverse, certains qui arrivaient en étant un peu introvertis reprenaient confiance en eux. Vraiment, cette discipline est formidable pour équilibrer les gamins. T'es bon directement? Tu sens que t'as une capacité quand t'es dès le début, ou au début t'es comme tout le monde, pas bon, et tu t'améliores? Ouais, je suis comme tout le monde, j'apprends, etc., etc. Sauf que moi, j'ai un physique qui est différent de ma classe d'âge, et tout de suite, l'intelligence de mon prof, il me fait sauter de cours, parce que le physique ne correspond pas aux gens de mon âge. Donc je vais tout de suite dans la classe d'âge supérieure, et comme je m'entraîne, moi, ceinture blanche, jaune, puis orange, avec des gens qui sont plus gradés que moi, en fait... tu t'améliores vite? Ben oui, je progresse beaucoup plus vite. T'es avec des mecs de quel âge, et t'as quel âge à ce moment-là? Je suis avec des gens de 14-15 ans, mais tout ça se passe d'une année sur l'autre. Je commence le judo, tout de suite je passe dans le groupe des ados, et puis l'année d'après je suis dans le groupe adulte. Voilà. Donc je suis une ceinture verte, et je m'entraîne avec des ceintures noires. Donc là, non mais, ça peut paraître dur, etc., mais en réalité, on progresse beaucoup plus vite, parce que on apprend beaucoup plus de quelqu'un qui est meilleur, bien sûr. A beaucoup plus d'expérience, etc., Donc là, ça part tout de suite en flèche. Ouais. Et les photos de toi, là, t'es où sur la photo, d'ailleurs? Sur la première marche. Ouais, t'es en haut, hein? Ouais. D'accord. Mais au départ, c'était pas évident. J'ai pas gagné tout de suite. J'avais pas une sensibilité à la compétition. J'aimais pas trop ça. Et t'étais pas bagarreur non plus? Non, j'étais pas bagarreur, la compétition m'intéressait peu, en fait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à perdre une fois un match face à un copain de club, et ça m'a vivement gonflé. Ça m'a gonflé, voilà, j'étais ado, ça m'a gonflé, je me dis... T'as vexé? Ouais, ça m'a vexé, j'étais vexé, piqué dans mon... Mais vraiment. Dans ton ego? Dans mon ego naissant, alors que je n'en avais pas avant.
Et je me suis dit, waouh. Et ce qui m'a gonflé, c'est qu'il a une plus grosse coupe que moi. Bon, là, comme ça, lui, il avait une belle coupe. Mais c'est plutôt sympa de gagner quand même. Puis tout le monde te félicite, c'est quand même cool, quoi. Et ça a démarré comme ça. Et en plus, et après, quelques rencontres de profs, d'entraîneurs, etc., etc. Et l'envie de la gagne, la découverte de la passion de la compétition, c'est deux choses différentes. Il y a la passion du judo, il y a la passion de la compétition. C'est deux choses vraiment différentes. Elle est arrivée, mais je l'ai pris en pleine poire. Ça devient ensuite quelque chose une drogue, quoi. Voilà, Il y a dans le judo, donc art martial, on a tapé un peu les valeurs, il y en a plein, hein, c'est rempli de bonnes valeurs, le judo, mais respect, maîtrise de soi, politesse, etc., c'est très important. Et c'est marqué que si un pratiquant d'un art martial se bat en public, il peut être suspendu ou radié de sa fédération. Sûr. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'il y ait des gens qui se servent du Bien judo sûr. pour aller se battre dans la rue. Bah oui, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait. Au contraire, le Jigoro Kano, qui a créé le judo, qui est un japonais, c'est un universitaire, au début du XXe, il a créé ce sport il n'a pas créé un sport, il a créé en fait un système d'éducation. Et un système qui permet, et il le dit lui-même, hein, un système qui permet aux gens, par introspection, de par la pratique physique, et l'échange que tu peux avoir avec ton partenaire d'entraînement, de faire ta propre exploration personnelle. Et c'est ça la vraie médaille. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui en moi, et c'est ce que mon associé a en moi, c'est ce que tous mes potes judokas ont en eux aujourd'hui. La vraie richesse de cette pratique-là, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais qui tu es et tu sais quelles sont les manières et la façon d'aborder les autres. Voilà. Tu as déjà pu utiliser judo, tout ce que tu as appris, pour sauver quelqu'un dans la rue, pour aider quelqu'un d'une agression. Est-ce que ça t'a déjà été utile dans la vie civile? Ça m'est déjà arrivé. En fait, j'ai réussi à protéger quelqu'un contre lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais un pote qui était assez bagarreur et qui avait une proportion à déclencher des conflits plus facile, plus rapidement extrêmement que les autres. aigus, voilà. Et à l'issue d'un certain nombre de mésaventures, où il fallait que je calme le jeu, j'ai utilisé mes techniques de judoka pour stopper des conflits, sans faire mal à qui que ce soit. Tu veux dire pour écarter les gens? Ouais, pour les bloquer, voilà, je peux pas le dire autrement, et pour leur faire comprendre que c'est pas la peine d'insister plus loin, voilà. Donc voilà, que ce soit pour l'agressé comme pour l'agresseur, évidemment qui se défendait, le pauvre. Donc voilà, j'ai utilisé des techniques de corps à corps, que sont le judo, pour stopper, figer la situation. Bon voilà, stop, et toi aussi stop, et voilà, on se calme, et tout va bien. Tu disais qu'il y avait un manque de sport à l'école, c'est un sujet pour toi. Dans le système scolaire français, on joue, on tourne, parce que ça évoluera peut-être avec les années, mais il y a 3 heures de sport obligatoire en primaire, 4 heures au collège et 2 heures au lycée, exactement. Toi, tu disais que c'est pas suffisant? Non, parce que chacun sait qu'il y a quelquefois le transport qui t'amène dans l'endroit où tu vas pratiquer, il y a le déshabillage, le rhabillage, etc. Ce qui fait que ton heure, tes 2 heures ou tes 3 heures, en général, sont comprimés, tu peux enlever 1 heure. Voilà, une demi-heure sur chaque... à l'entrée et à la sortie, donc voilà, tu as tout compris. Le temps du sport, finalement... Le temps du sport réel, il est très condensé. Et puis, on fait quoi? La qualité de l'activité aussi. Si on veut respecter ce qu'on est, nous, physiologiquement, un enfant, et qui que ce soit, même un adulte, on doit avoir une activité quotidienne, tous les jours. C'est pas par semaine, c'est tous les jours, voilà. Et pour aller un peu plus dans le détail, il faut une activité avec une certaine intensité, qui fait que ça déclenche dans notre physiologie tout un tas de systèmes, tout un tas de productions hormonales, etc., qui permettent d'être en meilleure santé. C'est tout. Un adulte qui fait du sport, s'il en fait tous les jours, s'il en fait un peu plus de 20 minutes, mais je vais dire au moins 45 minutes par jour, il aura, je crois que c'est 40% de chances en moins de développer un cancer. C'est énorme. C'est pas rien, ouais, quoi. C'est pas rien. Bon. Alors c'est sûr que c'est bon pour la santé. Tous les médecins qui sont venus ici l'ont confirmé. Ils l'ont dit, mais c'est vrai. Et là, jusqu'à tard, d'ailleurs. On ne parle que de santé. Mais moi, je vais parler du reste. Parce que, en fait, toutes ces histoires de santé, on les connaît. Le reste, quand on fait du sport, et c'est d'ailleurs ce qu'on applique dans nos résidences
dans ce que je fais aujourd'hui dans l'immobilier. Le reste, c'est de la convivialité. Le reste, c'est de la connexion. Le reste, c'est du respect. Quand par exemple, 2 personnes rentrent chez moi et qu'elles vont prendre une chambre, je leur dis, vous savez quoi, dans une demi-heure, il y a un groupe qui va trottiner 20 minutes, si vous voulez. Juste pour suer. Pour drainer. Ah, mais j'ai pas de short, j'ai rien pris, je savais pas qu'on pouvait faire ça chez vous. Voilà. Vous voulez pas? Ou j'ai un cours de taïso, ou j'ai une séance d'assouplissement, ça vous branche? Ou peu importe. Mais dès qu'on connecte les gens ensemble dans une pratique, quelle qu'elle soit, et en particulier physique, où il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a même pas besoin de se parler. On peut échanger, voilà. Tout de suite, les choses se passent différemment. Et le soir, quand elles déjeunent ensemble, ou qu'elles dînent ensemble plutôt, les gens se parlent autrement. On voit plus ce que je vois dans la majorité des restaurants, c'est-à-dire des gens qui sont l'un en face de l'autre, avec un portable à la main, qui regardent... Alors, c'est pas de la bonne pub pour les gens, parce que c'est ce que je fais aussi. je regarde. Bon, bref. Mais en tout cas, passent tout le dîner sans se dire un mot. C'est écran, c'est un problème. Bon. Donc voilà, je sais que le sport connecte les gens, reconnecte les gens, et leur donne du plaisir, leur donne de l'envie, leur donne une respiration, et leur fait du bien. Il y a quelques temps, on a reçu Sébastien Chabal, ouais. Qui a dit, au détour d'une discussion, d'ailleurs par hasard, sur la mémoire. J'étais choqué. On ne le savait pas, c'était même pas... C'est venu dans la discussion naturellement. Je l'ai vu. Et on a discuté, et ça a été repris partout, on en a parlé. Le fait qu'il ait perdu la mémoire quasiment, et il ne se rappelle plus d'une seule seconde d'un match de rugby auquel il a participé, c'est ce qu'il disait dans l'équipe de France, aucune Marseillaise, il ne se rappelle même pas de la naissance de sa fille. C'est ça. Est-ce que dans le judo, il y a des coups aussi à la tête ou des chutes qui peuvent parfois impacter la mémoire? Est-ce que tu as eu... parce que le sport, tu peux blesser au foot, au rugby, dans tous les sports en vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a ça au judo? Alors, il faut bien scinder les choses. Il y a la pratique, on va dire, amateur, et la pratique professionnelle. Ça, c'est 2 choses différentes. J'étais vraiment triste pour Sébastien. Je connais bien, c'est un copain. Je savais pas non plus. J'ai découvert, ça m'a terrifié ce qu'il a dit. En judo, on n'a pas ça, heureusement. Enfin, en tout cas, je connais pas de gens qui pourraient dire la même chose. À cause des chocs à la tête, pardon, je vais donner l'information. Les chocs à la tête, des commotions cérébrales, en fait. Tu peux avoir des chocs, etc., etc. Mais la première chose que tu fais lorsque tu démarres le judo, tu apprends à tomber, justement pour éviter ce genre de problème. Il y a des techniques, justement, pour... pas te faire mal, quoi. Pas te faire mal, assimiler les chocs, les vibrations, les mauvaises vibrations que tu peux avoir qui se déploient dans ton corps. Voilà. Si tu tombes par terre, il y a différentes façons de le faire. Bref, tu apprends à ça. D'ailleurs, on devrait apprendre à tomber dans toutes les écoles de France et de Navarre. On éviterait d'avoir des bras cassés, des jambes cassées, etc. etc. On devrait apprendre à faire des gestes de secours. Il y a plein de trucs qu'on devrait apprendre. Bien sûr, à réanimer quelqu'un. Ça devrait être une éducation de base. Bon, bref, ça, c'est entre nous, soit dit. Et de faire du sport. T'as pas été ministre de l'Éducation, malheureusement. On va parler du sport après. Et donc, dans le judo, t'as pas ça. Alors, par contre, quand t'es pro, à haut niveau, moi, j'ai pas passé une seconde de ma vie de compétiteur sans avoir un truc quelque part. T'as toujours une entorse, un truc, enfin, c'est normal. Tu utilises ton corps de manière qui n'est pas fait pour ça. Donc, forcément, t'as des bobos de partout, voilà. Et puis, des restes aussi, après. C'est-à-dire? Je veux pas te dire qu'on va pas faire des bons petits vieux, mais franchement, il y a une usure précoce du corps. J'ai une colonne vertébrale avec 3 hernies discales. Là, j'ai plus de cartilage au coude. Les genoux, ça va encore, mais j'ai des copains qui sont opérés de partout. Mais parce que le corps humain n'est pas fait pour supporter des charges lourdes en porte-à-faux tous les jours pendant 20 ans. C'est pas possible. Donc, on fait ce choix, et on l'a en tête, ce choix, au départ. Mais c'est comme ça. Tu vas rencontrer ton père biologique à 27 ans. C'est toi qui vas décider d'aller le voir. C'est lui qui va revenir. Comment vous allez vous retrouver à 27 ans? Dans une gare. Gare de Rouen. À l'époque, il travaillait à l'étranger. Il était responsable de la sécurité des ambassades. Tu connaissais son nom? Oui, enfin, c'était Douillet, c'est ton... Non, c'est le nom de ma mère. Non, ta mère, d'accord. Ouais, enfin bon, c'est compliqué. Mais donc tu savais comment il s'appelait? Ah oui, je savais où il habitait, etc. D'ailleurs, ne pouvant pas le contacter directement, j'ai contacté mon oncle, qui était en France. Lui, je ne savais pas où il était. Et donc, j'apprenais qu'il était à l'ambassade de Turquie, à Ankara.
Et donc, j'ai dû attendre qu'il revienne de cette mission pour le rencontrer. Et je l'ai rencontré dans une gare. Mais tu rencontres, c'est-à-dire tu le préviens. Il sait qu'il a rendez-vous avec toi. Oui. Ah oui, tu l'attends pas en bas du train. Ouais, je lui demande si bien qu'on se voit, etc., etc. Et il te dit oui. Ouais. Il t'a jamais appelé pendant 27 ans? S'il a essayé de se connecter, j'avais 5-6 ans et ça s'est mal passé. Pas avec moi. Hein. Mais en même temps, d'ailleurs, c'est la première chose que je lui ai dite. Je lui ai dit, tout de suite, on va éluder quelque chose. Moi, le passé, je m'en fous. Et c'est pas mon problème. J'ai réussi à grandir, voilà, et j'ai des enfants. Tu as des petits-enfants. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Donc, est-ce que tu veux participer à cet avenir? Oui ou non? Mais en tout cas, sache que moi, je n'ai ni rancœur, ni frustration, ni rancune, enfin, rien. Tu lui dis ça direct? Oui, tout de suite, c'est la première fois que je lui dis. Ça ne m'intéresse pas. C'est des histoires de grandes personnes. Moi, j'étais petit, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas savoir qui avait tort, qui avait raison, etc. Et je ne veux qu'on ne m'en parle jamais. Voilà, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le passé, c'est ce qu'il y a devant. Est-ce que tu veux ou pas? Et on est parti. Incroyable. Ouais. T'as repris contact avec lui, machin. Et ça s'est passé. Et donc, je pense que j'ai dû le libérer de cette affaire-là, parce qu'il a dû se dire, il arrive avec le truc, l'histoire, le machin, il doit être complètement intoxiqué par ce qu'on lui a dit du côté de sa mère. Enfin, j'imagine. Peut-être pas, hein, mais j'imagine ça. Et en fait, j'ai voulu le dégager de ça pour ne profiter que du positif, du bon moment, du bon moment. Et que mes enfants aient un vrai grand-père. Et c'est devenu un super grand-père. C'est fou. Et le meilleur grand-père du monde. Et vous voyez toujours tout ça maintenant? Évidemment. Incroyable. Ouais. Il est arrière-grand-père. Il est arrière-grand-père, ouais, on en parlait avant, justement. Putain, c'est fou. Et il garde ses petits-enfants, etc. Enfin, non, parce qu'il y a des problèmes de distance. Donc, d'accord. Voilà, il est en Normandie, moi je suis du côté de Lyon. Enfin, tout le monde est un peu à droite, à gauche, mais on se retrouve. Le clan se rassemble pour les Noëls, les fêtes familiales, etc. etc. Ouais. Putain, c'est bien, c'est rare que ça se retrouve comme ça, sans rancœur. Obligatoire, sinon on se voit jamais. J'ai ma fille qui vit en Angleterre, enfin c'est un bordel. J'en ai un à côté de Nantes. En tant que judoka, j'ai noté, tu as participé à 3 éditions de Jeux Olympiques, donc Barcelone, tu vas partir avec la médaille de bronze, je crois, la première fois. Ensuite, à Atlanta en 96, et après, je crois, c'est Sydney, c'est ça, dans la foulée, en l'an 2000 pile, ouais. Tu vas repartir avec l'or. Je crois que tu as vécu des trucs dans le village olympique assez incroyables. On en parle, on a eu les JO en France, à Paris. Qu'est-ce que tu as vécu de plus incroyable dans un village comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Dès la première session en 92, on vit dans le village olympique. Et là, ça m'explose à la figure. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans ce que je fais aujourd'hui, très concrètement, dans les résidences qu'on fait, qu'on anime, etc., c'est exactement l'état d'esprit qu'on retrouve et qu'on veut avoir. Parce que c'est le sens du monde. Ce qui me pète à la figure, c'est la chose suivante. Ok, il y a la compétition, on l'a vu, Paris 2024, les champions, les médailles, ça c'est une chose. Mais les Jeux, c'est pas ça en fait. Ça c'est le prétexte. Pour moi, les Jeux, c'est le village dans lequel il y a 10 000 athlètes du monde entier, de couleurs différentes, de religions, de cultures, bref, tout le monde entier, dans toutes ces différences. Et ces 10 000-là vivent ensemble, en harmonie, pendant 15 jours, mangent ensemble, dorment dans les mêmes lieux, se croisent, se parlent, interagissent, etc., etc. Tout se passe bien, vraiment, sincèrement. Et c'est là le sens du monde. Et donc, je me dis, mais pourquoi, comment se fait-il que ça marche? Et pourquoi, encore aujourd'hui, en 2025, on en est encore à se quereller pour des histoires de territoire, de religion, etc., etc. Enfin, c'est absurde. Regardez ce que font des athlètes. C'est un échantillon de 10 000, c'est quand même pas anodin. Aujourd'hui, on fait des sondages sur 10 000 personnes, pas plus. Pourquoi ceux-là sont-ils capables de le faire? C'est simple, très simple. Le sport, la pratique,
L'éducation. L'éducation qui s'imprime sur son propre disque dur quand on fait de l'athlé, quand on fait de la natation, quand on fait du judo, quand on fait du foot, quand on fait quelle que soit la discipline. Cette discipline qui vous apprend à vous connaître et à respecter l'autre. C'est des valeurs communes. Tous ces gens, ces 10 000-là, ont une colonne vertébrale de valeurs qui sont identiques. Ils parlent pas la même langue. On leur a pas dit. Ils l'ont vécu. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, en fait, le sport à l'école, mais des écoles du monde entier. Le sport tout court, mais dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que moi, je sais que dans ce domaine, on peut construire des humains, quels qu'ils soient, avec une colonne vertébrale qui vont leur permettre d'interagir et de vivre ensemble. J'en suis certain. C'est exactement ce qu'on fait dans nos résidents. Alors voilà, à petite échelle, mais c'est exactement le pari qu'on s'est donné pour que ça puisse exister ailleurs. On va faire rentrer dans un instant Cédric O'Neill qui a créé Brix, justement, où tu peux financer une partie de tes projets. On va en parler, notamment celui de Biscarrosse, la résidence de Biscarrosse. Ouais. Et on fera venir tout à l'heure aussi un monsieur qui s'appelle Jérôme Dahan, qui est coach en prise de parole, en fait, et notamment pour les politiques, qui forment des grands chefs d'entreprise, des politiques. C'est assez intéressant, il y a plein de conseils à donner. Okay. Si un jour vous avez besoin de prendre la parole, on a tous un jour dans sa vie besoin de parler devant même 15 collègues, de parler devant, ça peut être après à une échelle différente, mais c'est pas facile de parler en public. J'ai une anecdote là-dessus. Sur quoi ? Vas-y. Ah bah c'est simple. Sur la prise de parole ? Ouais, sur la prise de... Comme tu as été ministre, c'est pour ça qu'on m'a parlé de ça. Voilà, la prise de parole. Alors j'étais en campagne pour devenir député, donc j'étais pas encore élu, parce que je suis entré par cette porte de l'élection. Et donc je prépare mon discours, il y avait 400 personnes qui m'attendaient sur une réunion publique, etc. Donc j'écris, je mets tout, j'identifie tous les problèmes du territoire et tout. Ah, tu peaufines. Ah oui, je fais le truc au carré. Et là, j'ai un de mes amis, Xavier Bertrand, pour pas le citer, qui me dit, t'as préparé un discours ? Je dis, ouais, bien sûr. Je peux le voir ? Je dis, bah ouais, tiens. Et là, il me le déchire. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, mais tu sais ce que t'as dans le bide. Tu sais, il faut que les gens te connaissent et apprendre à savoir qui tu es. Donc le chiffre de savoir combien de bagnoles ou combien de... Il n'y a que toi qui le sais. Les gens ne le savent pas et je pense qu'ils s'en fichent. Ils ont juste envie de te connaître. Donc, pas de discours. Ton cœur, tes tripes, et ça suffira. Tu feras le meilleur discours du monde. Et il avait raison. 1000 fois raison. Faut mieux parler avec... Faut parler avec ce qu'on a dans soi. Et pas se travestir avec et être convaincu des informations qu'on a envie de véhiculer. C'est ça le plus important. On va y revenir juste après. On va les faire rentrer tous les deux. Juste avant, je vais aborder le sujet. Tu vas devenir champion olympique en battant l'Espagnol Ernesto Pérez Lobo. En 96, ouais. En 96, à Atlanta. Deuxième fois à Sydney en 2000, on en parlait. Tu bats un Japonais, cette fois-ci, Shinohara. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as fait des sacrifices ? Tu disais passer parfois beaucoup de temps avec tes enfants, tu voyages beaucoup, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu deviens enfin champion olympique ? Paradoxalement, tu ne te rends pas compte. Enfin, tu ne mesures pas l'importance du sujet. Parce que il a fallu, pour éviter d'être complètement écrasé par la pression, démystifier ce que tu vas faire. Voilà. Quand tu es dans une finale olympique, si tu commences à penser que tu es là pour la France, le machin, le truc, la médaille, ceci, t'es mort. Donc en fait, avant une finale olympique, tu as juste à te dire, je vais faire un combat de judo. Voilà. Et j'ai un adversaire qui est fort, et je suis content qu'il soit fort, parce que grâce à ses qualités, il va me permettre d'aller chercher au plus profond de moi des choses que je vais peut-être découvrir, et je vais m'appuyer sur lui pour me sublimer, et peut-être pour progresser. Juste ça, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Je sais plus quel champion m'a dit, tiens, quand j'ai mis ma médaille, je me suis regardé dans la glace 2 secondes chez moi, je l'ai mis dans la glace et j'ai dit, en fait, j'ai atteint le top de ce que je puisse faire, et c'est quoi la suite ? Et en fait, il a une espèce de vertige. C'est ce qui m'est arrivé après les Jeux de... En fait, tu dis, mais j'ai plus rien, j'ai fait le max, qu'est-ce que je peux faire de plus ? En fait, ça y est. J'ai connu ça après Atlanta. J'ai toujours bien dormi la veille des compétitions, etc., etc. Le lendemain soir, lorsque j'ai gagné la médaille d'or à Atlanta, aux Jeux, j'avais tout gagné, en fait. J'avais gagné les Europes, les France, les Europes, les mondes, les Jeux. Voilà, tout est... J'avais coché toutes les cases. T'avais plié le game. Voilà. Et là, j'ai pas dormi la nuit, en fait. Pas parce que j'étais heureux, parce que je savais plus quoi faire.
j'étais arrivé au bout du chemin. Donc je fais quoi maintenant? Je vais où? Si ce n'est que de refaire. Mais après, c'est plus la même chose. Tu découvres pas. Donc alors, il m'a fallu un certain temps, en fait, pour comprendre que j'allais m'engager, continuer donc, mais que le chemin n'allait pas être le même. C'est pas le même chemin. Et c'est pas le même endroit. C'est autre chose. Tout devient autre chose. À la seconde où tu mets ta médaille autour du cou, et à la seconde, surtout, quand tu l'enlèves dès le lendemain, pour redémarrer dès le lendemain un nouveau cycle olympique, il faut se dire que c'est une autre histoire. Donc, faut se dire que... Tu repars à zéro. Tu repars à zéro. Chaque fois. Il faut avoir la foi. Et donc, il faut se dire que tu vas pas refaire, tu vas faire à nouveau. C'est subtil, mais... C'est pour ça que tu as eu envie, après, de faire d'autres choses, de la politique, des trucs. Tu t'es dit, tiens, j'aurais plusieurs vies pour pas refaire à chaque fois que la même chose. En fait, je suis curieux, j'aime explorer des nouveaux univers, etc. Et je m'ennuie assez vite, en fait. Donc, voilà. On va y revenir. Une dernière question sur les JO. Sur les JO de Paris, justement, je voulais en parler. Il y avait des primes, si vous le découvrez aussi, en fonction de l'obtention d'une médaille, en fonction de si c'est or, bronze, etc. C'était, pour les JO de Paris, c'était 80 000 € pour une médaille d'or, 40 000 pour de l'argent, 20 000 € pour le bronze. Après, il faut savoir que c'est une somme c'est des années d'entraînement pour arriver à ce niveau-là. Donc, au minimum une dizaine d'années, oui. Ah, c'est minimum. Et donc, il y a eu un débat là-dessus. Tu as critiqué le fait que ça soit taxé, parce que c'était étonnant, mais c'était taxé. C'est-à-dire que vous le déclariez, en fait, et vous payez une taxe dessus. Et ça, tu avais trouvé ça scandaleux à l'époque. Ouais, parce que c'est un vieux sujet. J'avais déjà eu ce sujet à l'époque où je faisais de la politique, et on avait réussi à enlever cette fiscalité. Et je pensais très sincèrement, je ne m'étais pas replongé dans le... J'avais pas mis le nez dedans, et j'ai découvert que c'était à nouveau fiscalisé. Donc ça m'a remis... je me suis dit, waouh, mais je croyais qu'on était... On avait fait un pas en avant. Et en fait, bon, voilà. Et je me suis dit, mais c'est injuste, quoi. Enfin, c'est des gens qui représentent leur pays. En plus, c'était Paris. Enfin, on est bien content quand il y a la Marseillaise. Tu vois, voilà, c'est ça. Et quand on voit les sommes, c'est des grosses sommes, évidemment. Mais il faut pas perdre de vue, et j'engage les gens qui me regardent à comprendre que on parlait de temps. Il faut 10 ans au minimum. Tu vois, si tu étales 80 000 € sur 10 ans, ou 40 000 sur 10 ans, ou 20 000 sur 10 ans, tu vois ce que ça fait par mois. Voilà, c'est pas le bout du monde pour des gens qui sont un peu exceptionnels et qui donnent tout, qui passent pas du temps avec leur famille. Enfin, il y a plein de métiers où on passe pas du temps, mais qui s'engagent réellement corps et âme. Les fiscaliser là-dessus, c'est chaud, quoi. Tes médailles, tu les mettais chez toi en évidence, sur un portant. Tu les mettais où, tes médailles? Ben là où elles sont d'habitude, dans un tiroir. Alors, je vais même dire que je les garde pas loin de moi, parce que de temps en temps, il faut que je les ressorte pour aller voir une école ou faire 2-3 photos, etc., etc. Donc, je les ressors que pour ça. Mais en réalité, c'est pas important du tout. C'est un objet, c'est un trophée, oui, qui symbolise, qui me remémore beaucoup de choses. Mais j'ai pas fait ça pour ça. Donc et souvent je les cherche parce que je sais plus où je les ai mises régulièrement. Mais vraiment, sincèrement. Les médailles d'or. Oui, je sais plus. Souvent je les cherche, ouais. Je dis attends, je les ai mises là ou là. Non, je les ai prises l'autre jour, je suis revenu de ça. Où est-ce que je les ai mises? Je les ai laissées dans le coffre de la voiture. Ah mais c'est arrivé. Dans la boîte à gants, elles sont restées presque 1 an dedans. Vraiment, c'est arrivé. Les médailles d'or et tout ça. Oui, toutes. T'avais pas peur de te les faire. Mais je savais plus où vous étiez, de toute façon. J'avais pas peur de rien. Je savais pas où vous étiez. Je m'étais même pas posé la question. Donc voilà. Non, la vraie médaille, c'est pas ça. La vraie médaille, c'est celle que j'ai dite tout à l'heure. C'est moi, le parcours de découverte personnelle que m'a offert le sport et la pratique du sport, le haut niveau, c'est ma plus belle des médailles. Toi, tu as connu, j'ai noté, en parlant de tout ce que ça t'a amené, le judo, tu as été 2 fois personnalité préférée des Français, élu, voilà, en 2000 et en 2001. Tu as connu une très grosse notoriété que tu as encore aujourd'hui, mais ça arrivé très rapidement. Est-ce que tu as déjà eu, justement, des problèmes avec ça, avec trop de notoriété? Des sportifs qui, tu vois, Sébastien Chabal, il disait, je me retrouve dans un magasin, ça me gênait au bout d'un moment. Moi, ça me gêne pas, parce que je n'allais pas faire les magasins. Ce qui m'arrangeait, vraiment. Moi, j'ai adoré cette notoriété parce que on me disait non, tu viens pas faire les courses. Dommage. Alors vraiment, hein, ça m'embête parce que j'ai horreur de ça. Fut un temps, tu pouvais même pas aller faire les courses. Non. Ah oui. Ouais, c'était le cirque. Ah bon? Ben oui. Ta femme, elle fait les courses et toi, t'es dans le rayon
du début, le premier rayon, à faire des photos, à signer des autographes, alors qu'elle est à la caisse, en train de terminer les courses. Et elle t'attend. Ouais, donc on veut plus te voir. T'es un dodane, t'es un ralentisseur. T'as un gros boulet, en fait. Donc on veut plus te voir aux courses, on veut plus te voir nulle part. Le seul truc qui était un peu embêtant, c'était quand j'étais avec les enfants, où là, justement, comme il y a peu de temps à passer avec eux, quand ça interfère à ce moment-là, c'est le seul truc embêtant. T'as eu des fans relous, un peu? Enfin, ouais, c'est une fois ou deux, j'en ai eu un peu, qui se rendaient pas compte parce qu'ils étaient aveuglés par leur élan, et une fois, il y en a un qui a bousculé ma fille, d'ailleurs. Elle est tombée dans un présentoir de cartes postales, et là, je dis, ça suffit. Faites gaffe, quoi. Enfin, voilà. Il y en a qui te prenaient en photo aussi, sans te demander bon, t'étais avec les enfants. Ah oui? Encore aujourd'hui. Puis c'est pire aujourd'hui, d'ailleurs. C'est schlock. Ah ouais. En loose day, comme ça. Alors que t'es avec tes enfants? Avec qui? N'importe qui. N'importe qui. Et tu leur dis parfois, quand tu le vois? Non? C'est trop long. Trop long. Trop long. Tu laisses faire, c'est pas grave. Si j'ai envie de voir personne, je reste chez moi, puis c'est tout. Mais moi, ça me plaît aussi de rencontrer des gens, de parler avec eux, souvent, quand je rencontre des gens de 30 ans aujourd'hui, mais on a déjà fait du judo ensemble. Et là, je vais reprendre un coup de vieux dans la tête. Et c'était où? Alors, c'était dans tel club, dans le Morbihan. Je vous ai fait tomber. Et je suis venu faire une démonstration ou un gala ou je ne sais quoi. Et le garçon qui avait 6-7 ans, aujourd'hui, il est papa avec ses 2 enfants. Et c'est drôle, quoi. C'est assez marrant, quoi. Donc, c'est très plaisant, quoi. C'est très plaisant. D'ailleurs, à cette période, tu vas avoir du merchandising tu as un jeu de société, je crois, qui sort. On a regardé, on s'est amusé à aller chercher plein de produits. Il y avait des pins, enfin, je sais plus, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs avec ta tête à l'époque. Ouais, ma tête, je m'en souviens, parce que c'était pas une grande stylos, réussite. Il y a eu un jeu vidéo aussi. Il y a eu un jeu vidéo? Ouais, bon, c'est normal, enfin, tout un tas de trucs. Ça te faisait marrer, ça? Tu les as gardés? Non. Non, c'est vrai? Je crois que j'ai dû garder un jeu vidéo, parce que j'en avais un. J'ai joué avec mon gamin à l'époque, qui est grand maintenant, mais bref, non, je sais pas de... Non. Alors, je vais te dire la vérité, Julien, qui a préparé l'émission avec moi, m'a dit, écoute, j'ai trouvé quelque chose sur Internet qui était de son merchandising, mais qui est à mourir de rire. J'ai trouvé sur Internet, je ne sais pas ce que c'est, c'est pour ça que je rigole depuis tout à l'heure, parce que je sais qu'il est là sur un plateau, je ne sais pas ce qu'il y a. Je m'attends à tout. Tiens, Julien, si tu veux rentrer, merci beaucoup. Sur un plateau en plus, comme ça? Oh là là. Attends, juste, tiens, si tu veux te mettre juste à côté de moi en 2 secondes, comme ça on t'entendra. Juste, t'as trouvé ça où et combien tu l'as payé? Comme Alors, ça, on a trouvé ça sur Internet, sur un site classique, et on a payé ça une 20aine d'euros. Ah, quand même. En fait, on était obligé en voyant la catastrophe. Le catastrophe, on s'est dit, on est obligé de lui montrer. C'est vrai. Merci. J'ai jamais vu. C'est un plateau. Donc, alors c'est un plateau de démonstration. Donc, non, quand tu appuies sur le bouton, voilà, il va tourner. Et donc, je vais lever le drap. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est juste un produit de merchandising que tu as fait. Ouais. Tu vas me dire si tu vois ce que c'est. Que j'ai fait, non, qu'on a fait sur moi. Alors, 1, 2, 3. Ah ouais. Ah, waouh. Ah bah oui. Attends, c'est stylé quand même, c'est drôle. C'est le regard, en fait. C'est le... Ah, j'ai pas vu le regard. Je vois. Douillet français. C'est un buste David Douillet. Je sais plus qui avait fait ça, je me souviens. Tu te rappelles de ce truc? Ouais, je m'en souviens parfaitement. Mais t'as été moulé? J'ai des associés qui sont tellement sympas chez Hervé qu'on en a un dans les toilettes quand même. Le même. C'est peut-être celui-là d'ailleurs. Ah, c'est... On verra ça tout à l'heure. Je me demande si c'est pas eux qui ont donné le truc. Parce qu'il est dans les toilettes. Le regard. Oh putain, mais quelle horreur. Le regard. En fait, les yeux partent dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Et Mais de loin, ça fait la blague. De loin, ça fait la blague. C'est de très près. Ouais. C'est quand, voilà, on va vous mettre l'image de très près. Vous allez voir le regard vraiment le regard de tueur. Ouais, super. Voilà, c'était pour montrer, pour la petite blague. Enfin, j'ai rien contre les endives, mais... À cette époque, voilà, comme ça, vous savez que ça existe. C'est marrant quand même. Ah, mais je sais que ça existe, on en a un dans nos toilettes. Je peux le dire aujourd'hui, parce que je m'en fiche un peu, mais je suis très mécontent de ma tête en cire dans un célèbre théâtre que tout le monde connaît, où il y avait mon personnage, et franchement, ma tête... C'est une catastrophe. Ah, c'est vrai, le musée au machin, voilà, on va pas le citer. Pour pas faire de... Voilà. Ah, t'as été... Ah, mais pour moi, je trouvais que ma tête était pas... Ou alors, mauvais regard, voilà. Mais c'était une catastrophe, quoi. Alors que tout le reste était bien, mais alors la tête... Parce qu'il y a quand même la base de la statue. Ouais. Et le gars était aveugle, quoi. Attends, et quand t'as fait un reveal, oui. et que tu te retrouves face à ta statue de cire, oui. tu la découvres pour de vrai?
Ben oui, t'es choqué. Et là, tout le monde fait « Ah oui, super, franchement... » Et là, tu fais « Ah, ouais, ah oui, c'est bien, ouais, c'est bien, ouais. » Ah, t'as été... Et elle est plus, là, la statue, non? Je sais pas, j'en sais rien. Je t'avoue, je m'en suis pas occupé. C'est pas une grande fierté pour ta carrière? Non, j'avais pas trouvé ça... tiens, merci beaucoup. Faramineux. J'ai un qui a trouvé ce buste. Non, mais c'est intéressant d'avoir des produits, c'est rigolo, ça fait des souvenirs. Je crois connaître la source. Les fournisseurs de ce truc-là, les traîtres. Enfin bref. Tu vas arrêter ta carrière à 31 ans, après les JO de Sydney, justement, en 2000. Pour quelle raison tu arrêtes à ce moment-là? C'est plutôt physique, plutôt... Physique. J'ai les voyants rouges dans le cockpit, partout. Voilà. J'ai eu un accident de moto après les Jeux de 96. Cet accident m'a secoué lourd, fort. J'ai eu la jambe... T'es tombé tout seul ou tu t'es pris... Non, j'ai une voiture qui m'a fauché. Et donc, l'épaule, le dos, enfin, tout a bien toasté. Et j'ai mis du temps, quand même, pour revenir. Même si j'ai gagné les championnats du monde entre les deux. Mais ça a eu un impact, ça m'a fait vieillir encore plus vite. Ce qui fait que, en 2000, j'étais vraiment au rupteur par rapport à mon physique global pour pouvoir continuer. J'aurais peut-être pu continuer 1 an ou 2, mais repartir sur une Olympiade complète de 4 ans. Voilà, ouais, j'ai décidé de... Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire au moment où tu arrêtes? Tu dis j'arrête, non, tu tombes un peu dans le... Non, je sais pas. Et puis je veux pas savoir. Il faut... Souvent, les gens ont peur, en fait, de leur avenir. Moi, l'avenir ne m'a jamais fait peur. Parce que j'ai appris à me connaître et je vais pas dire que j'ai confiance en moi, mais je sais de quoi je suis capable. Ça veut dire que je sais que je suis capable de redevenir une ceinture blanche dans n'importe quel domaine. Et je sais que je vais être capable d'être humble et d'apprendre ce dont il s'agit. Quand je démarre la politique, je connais pas la politique. Donc j'apprends les rudiments, j'apprends les codes, j'apprends le langage, et j'apprends le milieu, et j'en fais. Quand je fais de l'immobilier aujourd'hui, j'y connais rien. Il y a 7 ans, j'y connaissais absolument rien. Je pars en étant ceinture blanche, c'est comme ça que je démarre les choses. Ouais. Et j'apprends. J'apprends la technique, j'apprends les codes, j'apprends les langages, mais je sais, j'ai mon bagage d'expérience qui fait que, voilà, je sais ce que je suis capable de produire, je suis capable de travailler, et ça fonctionne. Donc j'ai pas peur de démarrer des choses nouvelles. Ouais, de recommencer à zéro. Non, ça me dérange pas. Là, tu bosses à fond sur le projet Harvey. Du coup, on va faire rentrer Cédric O'Neill, Ouais. donc qui a créé Brix et qui va permettre de financer. Vous pouvez d'ailleurs mettre à partir de 10 € en investissement. Moi, j'y suis beaucoup sur Brix. Est-ce que tu as téléchargé l'appli Brix? Est-ce que tu as essayé? Ça me terrifie parce que ça va à une vitesse folle. C'est hyper efficace et on a déjà fait un projet ensemble. Il m'a dit, bah, écoute, tu te mets devant la caméra, tu expliques ce que c'est, etc. Et une fois que je me suis mis devant la caméra, etc., 27 secondes plus tard, le projet était terminé. Ah, c'est fou, c'est fou. J'ai dit, c'est fini? Il me dit, ouais, c'est fini. Ah bon? Je me suis dit, mais si j'avais eu un outil pareil quand j'ai démarré ma vie, mais c'est Moi, j'ai mis 10 €, puis 100 €, puis 200 €. C'est dingo. Et c'est exceptionnel. En fait, je m'amuse sur ce site. Vraiment, c'est génial. Ah ouais. C'est une plateforme d'investissement en immobilier à partir de 10 € à faire rentrer Cédric qui nous explique juste le projet Harvey, justement, à Biscarrosse, là, ta résidence. Et après, on aura un conseiller, du coup, en prise de parole pour les hommes politiques qui va venir nous expliquer comment bien nous exprimer, comment faire un bon discours, comment parler quand il y a pas mal de gens en face, même si on n'est pas très à l'aise à l'oral. Ça y est, Cédric nous a rejoint. Bienvenue. Salut Guillaume. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, c'est clair. Cédric qui gère, donc, qui a créé, qui a eu l'idée de Brix au départ. Ça a combien de temps maintenant, Brix d'ailleurs? Ça a 4 ans là depuis que j'ai lancé. Je vais réexpliquer quand même rapidement. Brix, donc plateforme participative d'achat d'immobilier, mais à partir de 10 €, vous pouvez acheter des petites briques d'un projet immobilier, ça s'affiche. Moi, tu le sais, je suis à fond, pour le coup, c'est ma passion. Tous les jours, je suis vraiment 4 fois par jour, je suis dessus, en train de regarder s'il y a des nouveaux projets. C'est vrai, 4 fois par jour. Ah, vraiment? Ça propose parfois des projets sur 6 mois, sur 1 an, sur 18 mois, sur 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, etc. Et ça vous met un pourcentage, donc 9%, 10% de rendement par an, 11%, etc. Donc c'est beaucoup. Et en fait, toi, en gros, tu prêtes de l'argent. Et en fait, quand tu as un projet immobilier à financer, comme David aujourd'hui, tu peux aller voir Brix. Vous pouvez d'ailleurs le faire aussi, puis aller voir directement Cédric pour Brix. Il y a tous les contacts en dessous. Je mettrai tous les liens dans la description. Si vous avez des projets à financer, et comme ça, toi, tu disais en 27 secondes, tu as déjà financé. Enfin, ça s'est fait hyper rapidement. Le premier projet que vous avez fait ensemble, donc Harvey aussi, donc les logements étudiants sociaux pour aider les sportifs et tous les jeunes qui en ont besoin d'ailleurs. Ça s'est financé en combien de temps? Comment ça s'est passé?
J'ai plus le temps exact. C'était 27 secondes? Oh non, c'est plus court que ça, je crois. J'ai dit 27 pour dire un chiffre, mais c'était plus court que ça. Pour financer combien? Combien on avait fait? 500 000, je crois. C'était 500 000, oui. Bon, c'était rapide. Mais tu vois, la difficulté, c'est que... Non, parce que le problème, c'est que tu as eu à gérer les 10 000 autres qui étaient insatisfaits derrière, qui n'ont pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Ah oui, c'est le problème. Faut être très donc, rapide sur c'était Brix. insulté par 10 000 personnes qui n'ont pas eu le temps de... Tu sais que c'est la problématique, c'est qu'on a fait l'épisode sur la retraite. Ouais. 50 000 inscriptions sur la plateforme. Donc 50 000 nouvelles personnes qui voulaient se dire je vais créer un complément de revenus de retraite en mettant 10 €. Comme il y a trop de personnes, on n'a pas suffisamment de projets. Et donc, les gens vont sur Google, sur le Store ou sur l'Apple Store pour dire c'est de la merde sa plateforme parce qu'il n'y a pas suffisamment de projets pour que moi je puisse investir. C'est vrai. Alors que l'app, elle est géniale. Mais en fait, on a... Non, c'est vraiment génial. Donnez-nous des projets, quoi. En fait, voilà. Donc, ils ont besoin de projets. En fait, t'es victime de ton succès. C'est-à-dire qu'il y a vous êtes tellement nombreux à y aller que maintenant, il faut qu'on C'est pénalisant maintenant, tu vois. Je prends des mauvaises évaluations parce que les gens ne peuvent pas investir. Donc, c'est à David de financer plus de projets. Ouais, mais en même temps, il faut aussi que tu sélectionnes des projets sérieux, sécurisés, etc. Oui, c'est-à-dire que quand il y a des projets, c'est bien fait. Tu vois, il ne s'agit pas de financer n'importe quoi. Effectivement, là, tu le dis bien. Tu vois, moi, je reçois 200 projets par mois. On en finance moins d'une vingtaine. Donc, tu vois, à peu près 5%. On est entre 10 et 20. Et moi, je préfère que les gens soient insatisfaits parce qu'il n'y a pas suffisamment de projets plutôt que de vouloir mettre plein de projets qui sont bancals et tu vas perdre ton argent derrière. Et donc vous vous rencontrez, là vous allez faire donc le projet de Biscarros en ce moment là qui est dispo, donc vous pouvez aller voir sur l'application. Au moment où la vidéo sortira, il y aura déjà le projet en ligne, donc vous pouvez aller financer. Tu as les pourcentages ou pas? Je ne sais pas si tu les as déjà. On est à 10% de rendement à l'année pour l'investisseur. Donc 10%, c'est quand même rare de trouver des investissements qui permettent de gagner 10%. Est-ce que tu vas mettre de l'argent sur le projet aussi? Moi, j'ai déjà mis au départ, moi, au tout début. D'ailleurs, c'est pas idiot ce que tu dis, parce que au-delà de cette solution avec Cédric, qui est hyper efficace, on a démarré avec 4 associés, et aujourd'hui, on a à peu près 500 investisseurs, mais alors sur la structure globale, pas sur un projet, sur la structure globale. C'est-à-dire que, en fait, il y a des gens qui nous ont écoutés, qui nous ont vus, qu'on a connus et reconnus, qui ont dit je veux en être. Je veux en être. Et on leur ouvre une part de capital. D'ailleurs, s'ils vont sur le site Harvey, ils ont s'ils veulent, on a toute la démarche. On sélectionne aussi. Ils ont toute la démarche pour venir participer à notre aventure. En fait, on le considère comme ça. Qui viennent participer à notre aventure et à notre philosophie du donner-recevoir. Et le donner-recevoir, Cédric vient de le dire sur le 1% pour le sport, on a voulu mettre ça en place dès le début. Vous reversez, c'est ça, 1%? Alors, je vais être un peu plus précis. 1% pour le sport, c'est aujourd'hui un label. Un label que tous les promoteurs et toutes les personnes qui travaillent peuvent prendre. Mais on l'a étalonné chez nous, on l'a créé nous, et on l'a donné aussi aux autres. Mais on l'a fait ça pour le sport. Ça permet de financer le sport. Ça permettra de financer un athlète qui a besoin de bridger parce qu'il a moins de revenus, il s'est blessé ou quoi que ce soit. Ça permettra de financer une association qui a besoin de matériel. Peu importe le projet. Au départ, on a ciblé ça on s'est dit, mon Dieu, les subsides étatiques, officiels, les collectivités, etc., vont fondre comme neige au ciel, ce qui est le cas. Il faut qu'on trouve des solutions pour financer le sport autrement, tellement on en a besoin, et surtout de ses valeurs. Donc voilà, on a trouvé cette manière. Le 1% pour le sport permet de revendiquer à quiconque qu'il finance l'avenir de nos enfants, en fait. C'est ça l'idée. T'as eu des galères étudiants? On parle de ça, mais ça t'a touché, toi? Logement étudiant pourri? Tout le temps. Moi, quand je suis arrivé à l'INSEP, à l'Institut national des sports, j'ai d'abord été interne parce que j'étais mineur, et puis ensuite majeur, t'es hébergé, puis t'as envie d'un peu d'indépendance au bout de 2 ou 3 ans. Et là, j'ai commencé à chercher un appart. Je rappelle que l'Institut national des sports est dans le bois de Vincennes, donc on est au sud-est. J'ai trouvé un appart au nord-ouest, à Nanterre. Donc, tu vois le trajet que je vais me taper tous les jours. T'en as pour 1h30, quoi. Voilà, aller et en cours, et encore, c'est un miracle que j'ai pu obtenir un appart. Par pistonnage de Pierre-Paul Jacques, quoi. Et encore, l'appart, bon, enfin bref. Donc ça, plus jamais. C'est ça, en fait, l'idée. Aujourd'hui, on sait que moi, je connais des jeunes qui dorment dans leur bagnole sur les parkings des universités. En France, on en est là. Voilà. Ouais, moi donc, voilà, stop. Faut arrêter. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est ce qui nous a motivés pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà.
Moi, mon retour d'expérience, mes études, elles remontent, tu vois, c'était il y a plus de 15 ans. Moi, j'étais boursier, donc j'avais la chance d'avoir une bourse et on m'avait mis à disposition un logement en cité universitaire. Un logement, une piole en cité universitaire, c'est 9 mètres carrés, tout est dégradé. C'est le bordel tous les soirs si tu veux bosser. Tu vois, j'étais en concours de pharmacie parce que je faisais première année de pharmacie. À côté de toi, tu as des mecs qui font la soirée, ils font la fête tous les soirs. Et donc les murs, c'est sale, donc tu entends tout à côté. En fait, tu n'es pas du tout dans des conditions. Donc c'est bien, on te met à disposition un logement, mais pas du tout un logement qui est décent et dans des bonnes conditions pour pouvoir faire des études. Donc effectivement, l'initiative de David et de ses associés, elle est exceptionnelle. Vous en avez où aujourd'hui? Dans quelle ville? Bordeaux, ensuite Chartres, ensuite Le Havre, ensuite Marc-en-Barreuil, Strasbourg. Alors tout ça est en cours de construction ou d'ouverture. Celle de Bordeaux fonctionne déjà depuis un bout de temps. Angers suivra Montpellier, Bourg-en-Bresse. Biscarrosse. Biscarrosse. Vous avez combien de lits en tout là? Vous allez pouvoir héberger combien d'étudiants? Alors attention, ce ne sont pas des résidences étudiantes. C'est bien le distinguo. Justement, ce que tu as décrit, c'est une résidence étudiante. Nous, ça n'a rien à voir avec une résidence étudiante. Les gens sont chez eux et ils ont des parties de vie communes. Voilà. Ils peuvent venir une nuit, une semaine, 1 mois, 6 mois, 9 mois. Voilà, tout est adapté par rapport à leurs besoins. Il y a cette souplesse, en fait. Comment vit mes enfants ou nos enfants aujourd'hui? Ils ont besoin, dans leurs études ou dans leur premier travail, d'être mobiles, extrêmement, beaucoup plus que nous l'étions. Ils ont besoin de faire un stage à l'étranger, de revenir, de repartir se former là, de revenir, de repartir ailleurs, de changer d'emploi, etc. En fait, c'est du plug and play, notre affaire. C'est marqué 450 résidents qui sont hébergés et 2000 lits qui sont en cours de développement. Ouais. Sur le site, 10 résidences dans 9 villes différentes. C'est gros ce que tu es en train de faire. On en a 1000 qui sont en cours ou livrés ou en cours de construction, etc. Il y en a 1000 autres qui sont dans le pipe derrière. Oui, c'est colossal. Tu vas aller jusqu'où avec ce projet-là? Moi, j'espère que, en fait, on va apporter quelque chose à ce milieu de l'hébergement, ce lifestyle en réalité. J'espère que nous, on veut faire que les gens vivent une expérience unique. Non, mais je parle en chiffres, t'aimerais... Je sais, mais on veut devenir une marque. Je veux être, entre guillemets, le Lacoste du polo, quoi. C'est ça, en fait, tu vois. Je vais être le Harvey de l'hostellerie au sens large. Et que ce soit reconnu en tant que tel, parce que c'est autre chose. Et pourtant, c'est qu'un polo. Mais c'est autre chose. Il se passe autre chose. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça l'idée. Et l'idée, évidemment, c'est l'international. C'est de partir à l'étranger. Et il y a une tranche d'âge particulière où on peut aller chez Hervé? La tranche d'âge, elle est à partir du moment où tu es évidemment autonome, adulte, jusqu'au plus jeune, jusqu'aux 70 ans. Tu peux être jeune à 70 ans et vieux à 25. En fait. J'en connais. Mais pour te compléter, tu vois, David, tu vois ce que tu te dis au premier abord quand tu reçois un sportif de haut niveau qui a un projet business et te dire c'est pas fiable, vas-y, reste sur ce que tu sais faire, à savoir du sport. Et en fait, moi, pour avoir rencontré Romaric, qui m'a envoyé tous les chiffres, tu vois, c'est vraiment sérieux derrière. Les business plans, ils sont bien plus carrés que certains promoteurs immobiliers. Tout est structuré. Il y a des grosses banques derrière qui suivent, que ce soit au niveau des assurances, sur de la garantie de fin d'achèvement, qui est la garantie qui est demandée sur de la promotion immobilière. Et on parle d'un groupe là qui, David ne le dit pas, il est modeste, mais qui est valorisé en plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça devient vraiment un gros truc qu'ils sont en train de construire. Et ils ne sont pas en train de bricoler dans leur coin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour terminer, Cédric, sur Brix? Du coup, un appel à projet, si vous avez besoin de financer vos projets immobiliers, en gros. Oui, c'est ça. Financer vos projets. On parle à qui, concrètement? On parle à ceux qui veulent faire du rendement locatif, donc ceux qui veulent acheter, mettre par exemple en Airbnb. On parle à ceux qui veulent acheter, rénover, revendre. Tu vois, j'ai des personnes qui veulent construire une maison puis la revendre. En fait, t'es comme une banque, tu as prêté de l'argent. Je suis une banque et surtout, n'ayez pas peur. Nous, c'est gratuit de déposer un projet, on l'analyse et on vous explique pourquoi il est financé ou pourquoi il n'est pas financé. Donc, n'hésitez pas à venir déposer un dossier sur notre plateforme. Tu tapes brix.co. Il y a un onglet « Se faire financer » et tu as tout le cheminement pour venir déposer un dossier. Donc, il faut pas
faut pas hésiter à justement oser et se dire, allez, je tente ma chance. Ok, je mettrai le lien direct comme ça dans la description. Et puis dans la description du podcast audio aussi ou sur YouTube. Merci de vous abonner. Vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre chaque mois sur YouTube. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Et puis pareil, en podcast audio, si vous êtes sur la route, si vous nous écoutez en ce moment en train de faire du sport aussi, bon courage à vous, parce que nombreux à nous écouter en courant ou en faisant du sport avec les écouteurs. Donc retrouvez comme ça, voilà, si vous voulez, le projet Harvey sur Brick. Je mettrai tous les liens. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu. On va parler maintenant de ta carrière politique. Allez, voilà, c'était intéressant d'avoir Cédric pour expliquer et bien comprendre aussi ton projet global. Toi, tu as été, alors pour pas dire de bêtises sur les dates, tu as été député des Yvelines, on en parlait tout à l'heure, de 2009 à 2011 et de 2012 à 2017. Tu as été ministre des Sports après, donc sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui est déjà venu ici dans l'émission, de 2011 à 2012. Ouais. Comment tu vas te lancer en politique? Pourquoi tu vas te lancer en politique? Parce que tu as été entrepreneur, tu as été sportif. Comment tu te retrouves là? Parce que j'ai une idée en moi qui est ancrée. J'ai eu la chance de connaître très tôt on va dire des systèmes politiques différents. Parce que quand tu voyages dans le monde, très tôt, quand tu fais des tournois en URSS à l'époque, et il y en avait pas mal dans le monde du judo, des tournois dans les différents pays du bloc de l'Est, en Asie, etc. Tu vois ce que les gens vivent de par tel ou tel mise en place de gouvernement, de politique, etc., de dictature. Et donc, tu t'aperçois très tôt que tu es né dans un pays extraordinaire, qui a pu mettre tous les moyens en œuvre pour que tu accèdes à ton rêve, sous les ailes de la République. C'est un peu ça. Ça, c'est le décor. Et donc, tu as envie de rendre. Tu te sens redevable. Et c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai voulu faire la politique, pour essayer de redonner très modestement ce que mon pays m'avait apporté toute ma jeunesse et pendant toute ma carrière. Pour essayer d'aider, quoi. Ouais, pour essayer de transmettre un témoin qui doit perdurer. Comment tu deviens ministre? Comment tu rencontres Nicolas Sarkozy la première fois? Je le rencontre assez tôt, puisque je suis élu dans une partielle, c'est-à-dire en dehors du cycle électoral d'un député classique, puisque je suis élu en cours de mandat. Un député n'est plus en place, donc il y a une élection qui est provoquée. Je profite de cette chaise vide pour me présenter, me décider. Et donc j'ai un mois de campagne qui se déroule de manière un peu très, très compliquée, parce que j'y connais rien, quoi. Les gens que je rencontre me disent, dans la rue, sur les marchés, etc., qu'est-ce que vous faites là? Je me présente comme député. Ah oui? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez vous embêter avec ça? Donc je leur explique ce que je viens de dire. Ah bon? Ok. Mais vous y connaissez rien? Non. Enfin, je viens de la société civile, quoi. Et il me semble important que... C'est une expérience d'homme? Voilà, on puisse avoir des gens de la société civile qui puissent vous représenter sur les bancs de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un peu le but du jeu. Qu'on n'ait pas que des politiciens de carrière, que... des mecs qui ont fait que ça. Oui, des gens qui ont fait que ça et qui viennent voilà, du terroir, enfin de la vraie vie, quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont connu que la politique, ou alors qu'une catégorie socio-professionnelle des avocats, des médecins ou des fonctionnaires, enfin peu importe. Mais en tout cas, pour diversifier un peu l'Assemblée. Ah oui, c'est pas bête. Ouais, mais bon, enfin... vous allez vous embêter la vie, quoi. Qu'est-ce que vous faites là, quoi? Alors là, ils comprenaient pas. Bon. Et puis à force de dire, à force d'essayer de convaincre, ça vous forme, hein, ce genre de... J'ai appris vraiment... Ils étaient pas tendres, les gens. Ça rend le cuir plus dur, non? Ah, ça épaissit le cuir. On a eu Dominique Tapie qui était assis sur ton siège, qui est la femme de Bernard Tapie, qui est décédé aujourd'hui, et qui disait ça a été l'erreur, la plus grosse erreur de la vie de mon mari. Et lui disait d'ailleurs, il disait la plus grosse erreur, c'est d'avoir voulu faire de la politique un jour. Parce qu'il est rentré dans un autre... c'est un autre univers. Moi, je considère pas que c'est une erreur. J'ai adoré ce que j'ai fait. Franchement. Et je le regrette pas du tout. Bien au contraire. Et j'y ai trouvé vraiment ce que je voulais. Et lorsque j'ai eu cet honneur de rentrer au gouvernement, qui n'était pas du tout au sport, hein, je suis rentré en tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé des Français de l'étranger. Donc il n'y a rien à voir avec les sports. Le président m'appelle et me dit, voilà, depuis De Gaulle, chaque président qui se succède promette
aux expatriés d'avoir un représentant au gouvernement. Personne n'a jamais tenu sa promesse, moi je veux le faire. Et je me retrouve secrétaire d'État des Français de l'étranger. Voilà. Donc j'arrive au Quai d'Orsay, je sors de l'Assemblée pour arriver dans cet univers qui est l'univers de la diplomatie aussi, au sens large. Et je me souviens des premiers mots que m'adresse Alain Juppé, me dit ok, t'es Français de l'étranger, on voit ce que c'est, très bien, mais moi il y a plein d'endroits où j'ai pas le temps d'aller, j'ai besoin d'un secrétaire d'État aux affaires étrangères, donc tu vas faire office de secrétaire. Et 8 jours plus tard, je me retrouve à siéger à l'ONU. Tu vois, ouais. À l'ONU, et là t'as tout le... T'as le syndrome de l'imposteur au début ou pas? Non. Comme quand on arrive dans un nouveau milieu, en général. Non, je l'ai jamais eu, parce que je me sens à ma place, je suis un citoyen du monde qui représente son pays. Non, j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Et c'est pas parce que j'ai pas fait... Ouais, pas plus, pas moins qu'un autre. Non, mais je veux dire, les premières minutes, tu sais, tu t'assois, tu dis, attends, merde, j'étais sur un tatami il y a quelques années, aujourd'hui je suis en costume, là... Non, j'ai pas ce syndrome-là, parce que je représente mon pays. Je représentais mon pays avec un kimono avant, aujourd'hui, c'est avec un costume. Une sorte de costume. Voilà. Ouais. Et puis, j'apporte la voix de la France. À l'époque, c'était l'approbation de la création du Sud-Soudan. Je m'en souviens encore. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu vas voir de plus dur, qui te marque, toi qui n'es pas politicien d'origine, de base, de carrière en tout cas, qu'est-ce que tu vas voir de plus impressionnant où tu dis « Ah ouais, waouh, c'est chaud quand même la politique ». Est-ce qu'il y a un truc qui te marque, toi qui... Non, franchement, les attitudes des uns et des autres me choquent pas, j'étais prévenu. Tous les politiques vous disent que c'est extrêmement dur de faire de la politique, c'est faux. En fait, ils le disent pour pas que les gens fassent. Parce qu'ils ont peur. Ah, c'est vrai? Bien sûr. C'est beaucoup plus dur d'être chef d'entreprise ou... Toi qui as fait les deux? Ah oui, c'est beaucoup plus dur d'être chef d'entreprise ou d'aller au boulot tous les jours que de faire de la politique, croyez-moi. Voilà. Alors, il faut prendre des décisions. Ce qui est dur... Marrant, ce que tu dis, on l'entend rarement dans la bouche de quelqu'un. C'est plus dur d'être champion olympique que de faire de la politique, hein, ça c'est certain. Ce qui est dur, c'est... Enfin, être président, ça ne doit pas être facile. Non, mais même un député de base, hein, ou même un maire. Ouais. Chapeau, messieurs, dames. Chapeau. C'est chaud. C'est vaut beaucoup de courage, quels que soient les bords. Vraiment, parce que c'est 7 sur 7, H24. Ça s'arrête jamais. Et la vie privée, on en met en dessous. Hein, quand t'es président, on parle même pas de parti, on s'en fout, mais putain, si tu en prends dans la gueule quand même pendant des années... Mais même quand t'es élu local. Hein. En venant vous voir, toute l'équipe aujourd'hui, j'ai pris le train avec un de mes amis qui est maire de Bourg-en-Bresse, et il me dit, j'en prends plein la poire du matin au soir. Et c'est dur. Ouais. Et ça, c'est le lot de chaque élu. Que tu sois dans un village de 500 habitants ou une ville de 40 000, c'est pareil. Donc, quoi que tu fasses, tu sais t'as jamais de reconnaissance. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui est contre toi. Donc, c'est compliqué. Hein. On dit, voilà, ils sont des nantis, etc. Il faut voir le revers de la médaille, franchement. Mais en tout cas, tu dis qu'être chef d'entreprise, c'est pas moins fatigant, en tout cas, qu'être politique. Ah non, c'est pas... Non. C'est compliqué aujourd'hui, dans notre pays, de créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est plus dur que d'être un homme politique. Un homme politique, tu la dépenses. et tu devrais favoriser la création de richesse. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je parle en tant que chef d'entreprise aujourd'hui. Question simple, réponse simple. Est-ce qu'on a vraiment les manettes quand on est ministre? Oui, absolument. On peut faire changer les choses. Il faut vouloir prendre les manettes. Il y a plein de gens qui vous disent, qui s'exonèrent de... Non, mais non, je peux pas contrôler, j'ai le chef de l'État, j'ai le Premier ministre, la pluie, le beau temps, le vent contraire. C'est comme le coureur de 100 mètres qui cherche une excuse parce qu'il avait un vent contraire. Sauf que les 8 au départ, ils ont tous le vent contraire. C'est pareil. Quand on est ministre et qu'on veut faire avancer les choses, oui, on peut. Voilà. Mais il faut prendre le volant, conduire. On va faire rentrer un expert, un coach en prise de parole politique. Est-ce que toi, tu as eu une formation? Est-ce que quand tu arrives avec tes ministres, de quelle manière tu as été formé? Est-ce que tu as eu un monsieur qui t'a pris dans une pièce, qui t'a dit maintenant, les langages, c'est ça, il ne faut plus dire ce mot-là, il faut dire ces mots-là? Est-ce que tu as été un peu conseillé? Il y en a qui ont essayé. Personne. Et je pense que... Alors, ça dépend des individus. Il y en a qui en ont besoin. Quelqu'un qui n'a jamais pris la parole ou qui n'a jamais fait l'interview. Moi, j'ai eu une phase de préparation quand même assez importante. Quand tu es athlète, tu es tout le temps interviewé. Ma première interview, je devais avoir 16 ans. Donc, la caméra, le micro, tout ça, c'est des choses auxquelles j'étais habitué. Donc, j'ai pas plus familier. J'avais besoin de tout ça, oui. Mais je considère qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait ça,
qui sortent de l'anonymat justement devant la lumière et qui peuvent en avoir besoin et qui ont besoin de formation. Juste, qu'est-ce que ça t'a appris d'être ministre? Est-ce que tu en tires aujourd'hui quelque chose? Beaucoup de choses. J'ai pu connaître comment fonctionne mon pays, mais le cœur du réacteur, à l'Assemblée, dans un gouvernement, autour d'une table du Conseil des ministres, avec un président, un Premier ministre, etc. Comment fonctionne l'administration au sens large, mais aussi au sens le plus micro, au sein d'une administration centrale, et les enjeux que quelquefois on a du mal à expliquer aux gens à percevoir les enjeux macro, micro et tout ça gonfle. De comprendre parfois les décisions. De comprendre comment fonctionne globalement un pays, c'est extrêmement complexe en fait le fonctionnement d'un pays. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu en politique? Oui, il y a des gens qui m'ont déçu, bien sûr. Des gens qui ont cru devoir m'apprendre un certain nombre de choses alors qu'ils n'avaient rien compris et appris eux-mêmes, en n'ayant fait que de la politique. C'est quoi l'erreur récurrente que tu as vue chez les hommes politiques? L'erreur la plus récurrente, c'est d'écouter son premier cercle, son deuxième et son troisième cercle. Et en fait, c'est faire les choses à l'envers. Il faut écouter le dernier cercle et revenir sur le centre. Pour terminer sur ta famille, sur ta vie, en 2016, tu vas divorcer de ta femme. C'est 2 ans que vous êtes séparés déjà. Aujourd'hui, tu vis avec ta nouvelle femme. Tu t'es marié en 2017. Oui. J'ai noté, elle est là. Tu vas réavoir, parce qu'il y a beaucoup de dates. Aujourd'hui, tu as une fille de 8 ans. Oui. On t'a vu poster, je crois que c'est ta femme qui avait posté sur les réseaux des choses. T'es comment avec elle en termes d'éducation? Est-ce que tu acceptes d'être maquillée, je crois, il y a des trucs où t'es coiffé par ta fille? Ma fille me mène par... j'avoue, elle me mène par le bout du nez. Mais c'était déjà le cas de la première, qui a plus de 30 ans. Et j'ai pas progressé, en fait. C'est une catastrophe, en tant que père. Non, évidemment, à 56 ans, on éduque... Enfin, on se comporte pas de la même manière. Je suis beaucoup plus cool qu'à l'époque, j'ai beaucoup moins peur, beaucoup plus permissif, mais il y a des choses sur lesquelles je déroge pas. Voilà, la politesse, le respect des autres, son entourage, l'école, tout ça, enfin... Bon, voilà. Alors, quelquefois, je suis, très souvent, beaucoup moins autoritaire et plus dur que ma femme, mais il y a des points où je suis plus dur qu'elle, où je transige pas. J'ai lu un truc, pour terminer. Tu as fait Les Traîtres, tu as fait émission sur M6, oui. Qu'on a fait tous les deux. Tu as fait la saison 1, tu fais la saison 2. On a été traîtres tous les deux dans l'émission. Et tu as fait Masked Singer aussi. Oui. Je sais plus où j'ai entendu ça, ou je sais plus qui m'a dit que tu avais fait cette émission-là pour une raison particulière. Pour ma fille. De 8 ans. Voilà, c'est simple. Je me suis cassé les pieds. Bon, t'as fait Masked Singer pour faire plaisir à ta fille. Ouais, excusez-moi, Pierre, Jean, qui sont deux garçons formidables, qui m'ont appris à chanter, en tout cas à essayer de mettre 2-3 mots avec du son. J'ai passé 2 mois avec eux, 2 mois merveilleux, mais 2 mois quand même, à essayer d'enregistrer des chansons, etc., etc. Je parle de Masked Singer. Et mon rêve absolu, c'est pour ça que j'ai fait cette émission, c'était que ma fille me découvre sous la tête d'un personnage. Ah, que tu sois avec elle. Et que moi, je sois à côté, et qu'elle voit son papa, voilà. Et c'était mon rêve. Sauf que, première diffusion, première apparition, au bout de 4 secondes, le pouce dans la bouche, comme ça, dans le canapé, j'étais à côté, elle fait... Elle enlève son pouce, elle fait comme ça, elle remet son pouce. Et en suçant son pouce, « C'est quoi, papa, à la télé ?» Je fais « Pardon ?»« Oui, c'est toi qui chantes à la télé. » Et t'as reconnu sous, j'avais le masque et tout. Incroyable. J'ai fait, mais non, je suis à côté de toi. J'ai fait le mec, toi, qui essayait de l'embrouiller. Je suis à côté de toi. Elle me regarde comme ça. Non, c'est toi. Terminé. 4 secondes. Incroyable. 2 mois de préparation, 4 secondes. Voilà. Les Traîtres, tu l'as fait pour elle aussi? Enfin, les émissions de télé? Les Traîtres, je l'ai fait plus pour ma femme. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Ouais, parce qu'on l'a fait tous les deux. Et c'est pas glorieux, mais je l'ai éliminé dès la première émission.
Parce qu'ils t'ont mis très belle, oui, et du coup, il faut éliminer... C'était le jeu. Ouais. Et tu savais que si c'est pas l'un, c'est l'autre, de toute façon. C'était un duel, c'était règlement de compte à Cacorel. C'était le premier qui allait dégainer, quoi. Et elle m'en parle encore. Ah, c'est vrai. Elle est dure à faire, cette émission, psychologiquement. Et ton couple a tenu malgré cette émission, parce que ça, tu peux t'engueuler sur un truc comme ça. Tu peux t'engueuler, tu peux te fâcher, tu peux tout faire. Et j'ai su que certains candidats... Pourquoi tu m'as éliminé, puis moi je suis parti. des semaines à s'en remettre de cette affaire-là. Moi, je reconnais qu'ils sont allés chez les psychologues. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur, parce que les gens le savent pas, on dort peu de temps, on nous pousse au paroxysme de la relation. C'est pas simple du tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Là, tu as le projet Harvey sur Brix aujourd'hui, tu vas développer ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Pour le futur, à travers Harvey, je l'ai dit tout à l'heure, ça me permet d'additionner toutes mes vies puis donner le meilleur pour celle-là, pour cette aventure-là. J'espère que je vais trouver une activité pour ma 5e vie et la 6e, c'est à peu près tous les 10 ans, 6e, etc., où ça continue à se bonifier. Parce que plus j'avance dans ma vie et plus j'ai de plaisir à donner ou à redonner. Voilà, c'est tout, ça me suffit. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir. Pareil. Pouvoir se rencontrer, on se connaissait pas. Non. Jamais. Enfin, j'ai l'impression de te connaître quand t'es arrivé, comme tous les Français. mais c'était super intéressant. Et puis, c'était intéressant aussi d'avoir des différentes... Ah oui, bien sûr, d'avoir des différents regards sur... regarde sur la façon de parler. Et puis, comme tu as eu une carrière aussi très différente, on a pu aborder un peu tous les sujets. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai tous les liens. Comme ça, si vous voulez aller sur Brix, dans la description, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, ou à mettre la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie. On met 3 émissions par semaine, 3 interviews documentaires, le mercredi, vendredi et dimanche. Et le mardi, il y a Legend Story aussi. Les journalistes reçoivent certains d'entre vous pour raconter aussi des histoires et se mettre derrière la caméra. Donc, il y a 4 émissions au total par semaine. Il y en a en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Merci en tout cas d'être si nombreux et de faire de Legend le premier podcast de France. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!